Les épées s'entrechoquent lors d'un combat intense. On découvre un épéiste et un homme au bouclier se défendant contre une demi-douzaine de gobelins. Un homme à capuche se tient derrière ses chasseurs, observant ses compagnons en alerte maximale face à l'attaque. L'homme à capuche révèle le visage d'un jeune homme. Le champ de bataille explose alors que d'autres gobelins arrivent. Les chasseurs demandent à l'homme à capuche de les aider et l'appellent nécromancien. Le nécromancien accepte de faire sa part. Avec son bâton magique surmonté d'un crâne, dont le nécromancien active sa magie. Il ordonne à ses sbires de sortir. 3 squelettes morts-vivants apparaissent. Ils croisent le fer avec les gobelins. Les autres chasseurs reconnaissent le statut de nécromancien comme la plus haute autorité et s'émerveillent de la rareté d'en voir dans un donjon de rang E. Dont est tout ouïe à leur louange. Cependant, il a l'air plus abattu que flatté. Il explique au public que les nécromanciens comme lui sont rares dans leur monde. Son premier sbire squelette est B1, et c'est un épéiste. Le deuxième est B2, le lancier. Le troisième est B3, l'archer, dont se sent indigne d'être appelé nécromancien. Il surprend les chasseurs se demandant pourquoi il n'invoque que des squelettes de base et disant à quel point il le jalouse d'avoir le luxe de retenir son pouvoir. Cependant, il sait qu'il porte le titre de nécromancien maudit et qu'il n'est que de rang E. L'homme grince des dents. Sa fenêtre de notification lui indique qu'en tant que nécromancien maudit, il ne peut invoquer que des squelettes. Il est en larmes en pensant que c'est lui qui les jalouse. Il raconte qu'il y a 10 ans, les humains ont commencé à recevoir des capacités uniques dès leurs 20 ans. Ce monde se révèle être moderne malgré son accès à la magie. Les pouvoirs peuvent varier de la forge à la guérison. Comme les pouvoirs sont attribués au hasard, tous ne sont pas satisfaits des capacités qui leur sont données. Grâce à ces capacités, l'humanité a pu survivre à l'invasion des monstres. Pendant ce temps, les squelettes sont sortis victorieux face à l'armée de gobelins. Les chasseurs exultent, à l'exception de Don. Sa tristesse de devoir probablement rester un nécromancien de rang E toute sa vie l'empêche de se soucier de sa victoire. Don retourne à la guilde pour dire au chef de guilde, Janzo, qu'il a terminé sa mission. Le chef de guilde est heureux de le revoir. Une fois l'affaire conclue, Daon demande à partir. Jinso lui dit au revoir. Daon marche dans la rue. Il se plaint de sa malchance. Il se souvient de la performance de ses invocations pendant la mission et essaie de voir le bon côté des choses, personne n'attend de grandes choses de lui. Il voit sur son téléphone qu'il a reçu le paiement de la mission, mais il est déçu que son profit soit si faible. Il se dit qu'il aurait un meilleur salaire s'il avait un travail à temps partiel à la place. Il sait qu'il n'abandonnera jamais malgré le faible salaire, car il aime trop ce travail. Il s'arrête en entendant une voix annoncer qu'il y a de bonnes nouvelles. Il lève les yeux et voit qu'un flash info est diffusé sur l'écran LED d'un immeuble, annonçant que le nécromancien nommé Darklore vient d'atteindre le rang S et est maintenant considéré comme l'un des 437 rankers de Corée du Sud. On y ajoute que Darklore est aussi le premier chasseur à devenir un ranker en 3 ans, en dehors des chasseurs originels. Don est choqué par la nouvelle. Il grince des dents. Il se souvient que Darklore a reçu son pouvoir de nécromancien le même jour que lui. Il déteste être maudit à n'invoquer que des squelettes alors que l'autre, comme lui, est déjà un ranker. Ça le rend fou de rage. Plus tard, il se rend dans la forêt. Il va sur un terrain d'entraînement avec des épouvantails en bois pour s'exercer et essuie sa sueur. En regardant les mannequins d'entraînement en bois, il se dit qu'il ne va pas simplement accepter la réalité sans rien faire. Il active son sort d'invocation. Ces 3 squelettes apparaissent. Il se souvient de sa surprise en apprenant qu'il pouvait nommer ces squelettes, et de sa joie d'être le seul nécromancien à pouvoir le faire. Ça le peine de savoir qu'il était si naïf. Il dit à ses squelettes de s'échauffer pour l'entraînement. Ils étirent leurs tendons comme leur maître l'a ordonné. Il fait l'appel de ses sbires. Il leur ordonne de commencer leur entraînement. Il s'assoit tout en observant ses sbires s'entraîner avec leurs armes sur les épouvantails en bois. Il dit que l'entraînement est sa façon de s'améliorer. Il se souvient qu'il obtenait de bons résultats avec l'entraînement. Il se souvient de leur performance contre les gobelins et comment, grâce à cela, ils peuvent maintenant en affronter 3 à la fois. Il est déçu car il sait que c'est tout ce que ces squelettes accompliront jamais. Il se plaint de sa malchance. Cependant, il reconnaît qu'il ne peut rien y faire. Il se console en se disant qu'il a au moins un rêve, même s'il ne peut jamais être réalisé. Une bête le traque dans l'ombre. Don est alerté par le bruit. Ses yeux s'écarquillent sous le choc. Le monstre sort de l'ombre. Son visage est large et sa bouche a de grands crocs. Il est intimidé de voir un ORC. Il se demande d'où il vient. Ses sbires en ont si peur que la fenêtre de notification annonce que leurs statistiques sont réduites à 20%, dont les traite d'inutiles. L'orque rugit sur lui. Il réalise qu'il a dû s'échapper d'un donjon voisin à cause d'un phénomène connu sous le nom de Dungeon Break. L'orque lève sa hache sur lui. Don craint qu'il ne soit sur le point de mourir. Il ordonne à ses sbires de bloquer son attaque. B1 bloque sa hache avec son épée. L'orque tient bon. Il maîtrise B1, l'envoyant percuter B2. Don se sent impuissant en voyant B1 et B2 être désinvoqués. Il fuit le monstre, mais celui-ci continue de le poursuivre. Une flèche se dirige vers l'orque. Elle le touche à la tête, mais ne fait que rebondir. B3 recharge déjà sa deuxième flèche. Don se cache derrière un arbre et pense qu'il n'a assez d'énergie que pour cette invocation de plus. Il consomme de l'énergie pour invoquer à nouveau B1 et B2.
Il ordonne à B1 et B2 d'attaquer l'orque directement, tandis que B3 garde ses distances et tire des flèches. L'orque maîtrise B1 d'un seul coup de hache. Down court. L'orque détruit ensuite B2. Le combat continue pendant des heures. Don est déjà à bout de souffle. L'orque attend sa prochaine attaque. Don consomme le reste de son énergie. Il grince des dents. Son poing se serre fermement. Ses squelettes sont invoqués pour la dernière fois. L'orque rugit. Don pense que c'est peut-être la fin. Une fenêtre de notification dorée apparaît soudainement devant lui pour l'informer qu'il a un message de succès. L'homme est choqué de la voir. Il parcourt le contenu du message du regard. Il lui est rapporté qu'il vient de remplir la condition cachée d'invoquer des squelettes 10 000 fois. Une énergie dorée emplit son corps. Un message annonce alors qu'il a atteint le rang D. Don ordonne désespérément à sa fenêtre de lui montrer toutes les nouveautés. Alors que l'orque fonce sur lui, la fenêtre lui indique que son énergie a été rechargée. Ses squelettes se remplissent également de la même énergie dorée. B1 brandit son épée. Son coup d'épée devient plus puissant lorsque l'orque le bloque. Don active alors sa nouvelle compétence d'invocation de rang D. 2 squelettes de plus apparaissent sur le champ de bataille. B4 a un bouclier. L'autre, B5, a un bâton magique avec une gemme violette à son extrémité. Don est heureux de voir qu'il a maintenant un tank et un mage dans son armée. Pendant ce temps, B1 et B2 sont à l'offensive contre l'orque. B4 prépare son bouclier. Il fonce vers l'orque. L'orque le voit arriver. Le monstre sourit dans le feu de l'action. B4 percute la hache du monstre avec son bouclier. La hache est projetée loin du monstre. L'orque est choqué. Il réalise alors qu'une boule de feu géante est au-dessus de lui et est sur le point de lui tomber dessus. C'est B5 qu'il a invoqué. Pendant que l'orque est en feu, B2 le poignarde dans le cou. Le monstre tombe. La fenêtre de notification annonce que Don a vaincu le monstre. L'homme est choqué par sa victoire. Il regarde le cadavre de l'ennemi et voit que c'est bien réel. Il affiche un large sourire, maintenant confiant que les choses iront mieux à partir de maintenant. Don mange des nouilles instantanées chez lui. En mangeant, il inspecte sa fenêtre de notification et ne revient pas de voir à quel point ses capacités ont évolué. Il réfléchit à sa prochaine étape. Il se souvient de ses squelettes battant l'orque et s'interroge sur son potentiel. Il se réjouit de la possibilité d'atteindre le rang C. Il pense à tout recommencer et se demande ce qui se passera si ses sbires deviennent plus forts. Il imagine B5 lançant des tempêtes de blizzard en boucle, tandis que B1 et B2 sont respectivement un maître épéiste et un maître lancier. Ça le motive pour s'entraîner davantage. Don arrive à la guilde. Il voit des chasseurs discuter d'un travail dangereux et se demande ce qui se passe. Il remarque que l'un d'eux porte un badge vert de rang C et se demande pourquoi il est dans une guilde faible comme la leur. Jeune-So voit Don et l'appelle. Il lui dit qu'il a une grande nouvelle. Il lui demande s'il connaît la guilde Parent. Don trouve sa question évidente, car la guilde Parent est une guilde prestigieuse et réputée, établie par le ranker coréen Parent, le Fin Bao. Jeune-So lui dit que la guilde Parent va explorer un donjon, qu'elle cherche des porteurs pour les accompagner et qu'elle est prête à bien payer pour cela. Il est si excité qu'il fait un signe 10 avec ses doigts et lui dit qu'il paie 10 fois le montant normal. Don en reste bouche bée. Jeune-So continue en disant qu'il accepte les rangs E, ce qui fait réfléchir Don. Cela le pousse à accepter le travail. Jeune-So lui montre la carte pour lui indiquer que le donjon nouvellement découvert est près de Paju. Le chef de guilde lui dit aussi que 5 équipes ont déjà échoué à le terminer, ce qui rend Don nerveux. Il rapporte que le rang du donjon est indéterminé. Jeune-So, cependant, l'assure que Parent est d'un tout autre calibre que les amateurs qui ont exploré le donjon auparavant. Il ne voit pas ce qui pourrait arriver à Don. Il pense que tout ce que l'homme a à faire, c'est de jouer son rôle pour de l'argent facile. Don y réfléchit profondément. Il songe que la récompense décuplée doit être due au danger impliqué. Il se souvient de l'attaque de l'orque et du fait qu'il ne s'en est pas encore remis mentalement. Il regarde le papier de la mission dans la main de Jeune-So et est tenté de le prendre. Il se souvient de Dark Lord dans l'émission d'hier, conseillant à tout le monde d'aller dans un donjon au-dessus de leur niveau pour monter en rang rapidement. Le nécromancien vedette a également ajouté que plus le risque est élevé, plus les opportunités et les récompenses sont probables. Ce souvenir de ces paroles pousse Don à prendre le papier de la mission. Jeune-So lui dit qu'il devra partir une semaine plus tard de la gare de Paju. Don signe le papier. En rendant le papier, il demande à Jeune-So une semaine de congé pour se préparer. Le chef de guilde le lui permet et promet même de lui offrir un repas à son retour. Plus tard, Don invoque ses squelettes pour l'entraînement. Il a les larmes aux yeux en voyant qu'ils sont devenus plus forts. Il s'attend à ce qu'ils deviennent encore plus forts à l'avenir. Il leur ordonne de prendre leur position d'entraînement. Puis il leur ordonne de commencer. B1 tranche un épouvantail en bois net en deux. Le coup de lance de B2 perce un trou dans son épouvantail. Pendant ce temps, B3 tire une flèche. Le tir est si puissant que la flèche transperce 3 arbres d'affilée. Don est choqué de voir à quel point ils sont devenus puissants. Il se souvient comment ils ont vaincu l'orque et ne savait pas qu'il avait encore de la puissance en réserve à ce moment-là. Il voit les épouvantails en bois cassés et cherche un moyen de continuer leur entraînement. Il pleure pour l'argent qu'il doit dépenser pour remplacer le matériel d'entraînement. Il est cependant fier de la croissance de ses sbires. Sa préoccupation maintenant est de ne pas être aussi fort que ses sbires. Il imagine un monstre le poursuivant, et il est impuissant face à lui.
Dans ce scénario, ils se voient comme la faiblesse de leur pacte. Quelque chose s'approche de Don. C'est B5, et il bouge sa mâchoire comme s'il essayait de dire quelque chose. Son bâton magique brille. Il le pointe vers Don, surprenant l'homme. Il réalise alors qu'il est couvert par un champ de force invisible. Il se demande si B5 a en quelque sorte lu dans ses pensées. Il réalise qu'il a répondu à sa pensée. Il voit maintenant que ses sbires ont acquis leurs propres opinions. Il est content de voir que B5 a plus de capacité que le simple lancer de boules de feu. B4 frappe le sol avec son bouclier. Il réussit à attirer l'attention de son maître. Le squelette bouge sa mâchoire. Il pointe ensuite du doigt les épouvantails cassés. Don ne comprend pas ce qu'il essaie de dire. B4 maintient sa posture défensive avec le bouclier. Il bloque le coup d'épée de B1. Plusieurs flèches se dirigent alors vers B4. Toutes sont bloquées par son bouclier. B4 a l'air intouchable. Don est impressionné par sa défense. Les autres sbires ont continué à attaquer B4, faisant réaliser à Don qu'il n'aurait plus besoin d'équipement d'entraînement. Il demande à B2 d'essayer de l'attaquer. B5 lance un bouclier d'air sur son maître. Le sbire lancier frappe, mais son attaque est bloquée par le champ de force invincible. Don est secoué, mais sourit car il a maintenant une nouvelle stratégie de défense. Il félicite chaque squelette et les laisse continuer à s'entraîner. B1 essaie de frapper son maître alors que son bouclier d'air est activé. B1 continue de frapper son bouclier. Don voit que tout se passe bien. Sa notification lui indique que la force de tous ses sbires a augmenté d'1 point. Elle annonce ensuite qu'il a débloqué la fenêtre de statut pour les invocations grâce à cet exploit. La fenêtre de statut de B1 montre tous les points que le squelette a obtenus jusqu'à présent. Don se demande s'il peut aussi voir le statut des autres. En appuyant dessus, il voit le statut de tous ses squelettes. Il voit que ceux qui sont arrivés en premier ont plus de points que les autres grâce à une plus grande expérience d'entraînement. Cela lui donne le sentiment que tous ses efforts n'ont pas été vains. Son objectif est maintenant d'améliorer leurs statistiques de manière globale. Il regarde son armée avec fierté. Son objectif est qu'ils deviennent les squelettes les plus forts du monde. Quelques jours plus tard, Don se rend sur le lieu de rendez-vous de la mission. Il retire son sac de voyage de son dos. Il vérifie qu'il a emporté un sac de couchage et suffisamment de nourriture. Il voit la foule de chasseurs et se rappelle qu'il n'est qu'un porteur. Il se motive en se disant qu'il peut le faire. Quelqu'un annonce que tous les chasseurs participants doivent se diriger vers lui et attendre devant le donjon. Don regarde le portail du donjon et peut voir l'énergie sombre et inquiétante qui en émane. Il pense que le portail donne l'impression que son contenu est un donjon ordinaire apparu naturellement. Les personnes rassemblées deviennent nerveuses à propos de la mission. La couleur autour du vortex est si dense qu'elle leur fait penser que ce donjon est difficile à conquérir. Ces chasseurs se rappellent qu'ils sont en sécurité car ils sont avec parents. Don remet en question leur logique. Il grince des dents face à cette absurdité. Il se souvient des nombreux donjons dans le monde qui ont fait d'innombrables chasseurs des victimes portées disparues. Il pense que, comme les rankers sont toujours sous les feux des projecteurs, beaucoup ne réalisent pas combien de morts restent anonymes. Don serre son bâton. Il se motive à y aller et à risquer sa vie. Il ne réalise pas qu'une femme est derrière lui. Elle l'appelle, alors l'homme confus se retourne. Cependant, la femme disparaît, mais la voix continue de parler, et elle exprime sa fascination pour cet homme qui a l'aura d'un randé. Elle voit sa plaque de rang à sa ceinture et s'interroge. La voix désincarnée lui demande qui il est. Don demande nerveusement qui elle est. La voix lui dit qu'elle a demandé en premier, et elle exige de savoir pourquoi il a caché sa capacité de rang à parent et a décidé de participer en tant que porteur. Don pense que tout cela n'est qu'un malentendu. Il se demande quelle différence cela fait pour elle qu'il soit un dé ou un nœud. Son expression effrayée la rend plus méfiante, et elle l'accuse d'être un espion. Elle l'avertit de ne pas prendre les renseignements de parents à la légère et lui dit qu'elle pense qu'il est un espion d'une autre guilde. La femme se montre, et elle dégage une aura de puissance. Don est choqué d'entendre son accusation. Il voit qu'elle a une plaque dorée qui lui indique qu'elle est de rang S. Il réalise qu'elle est la première des 37 rankers de Corée du Sud, connue sous le nom de Soja et l'impératrice sombre. Il craint de s'être fait un ennemi de quelqu'un qu'il n'aurait jamais dû contrarier. Il est pétrifié par sa présence. En même temps, il se sent béni de pouvoir lui parler. Il essaie de lui dire que ce n'est qu'un malentendu. Il essaie de la convaincre qu'il n'est pas un espion d'une autre guilde. Soja a toujours l'air de se méfier de lui. Elle rit. Soudain, son humeur devient joyeuse, et elle lui dit qu'elle plaisante. Don se sent soudainement confus. Avec son côté espiègle révélé, Soja a l'air si innocente maintenant. Tous les yeux sont tournés vers elle en raison de sa réputation. Pourtant, Don a peur d'elle. Il se demande si elle a vérifié ses antécédents. Soja voit bien qu'il est toujours nerveux en sa présence. Elle lui demande si elle l'a troublé. Elle s'excuse pour la blague et admet que c'était impoli. Elle a dit qu'elle l'avait fait parce qu'elle était curieuse de savoir pourquoi un porteur avec un badge de rang aurait une compétence abritant 5 énergies de rang en lui. Il est soulagé qu'elle n'ait pas été sérieuse. Il réalise alors la partie étrange de ce qu'elle vient de dire. Il réalise qu'elle a compris ses compétences grâce à la détection d'énergie. Soja sourit. Elle lui dit que son frère lui a demandé de rejoindre l'expédition de la 2e équipe en tant qu'éclaireuse, et qu'elle cherchait un porteur. Et puis elle l'a vu par hasard. Elle s'approche de lui.
Elle lui demande s'il veut se porter volontaire et l'avertit que ce sera dangereux. Elle dit qu'elle est sûre qu'il ferait du bon travail car il est le plus capable des porteurs et n'a pas l'air d'être du genre à s'enfuir. Ses regards méfiants le rendent toujours nerveux. Elle l'attrape par l'épaule, puis lui dit qu'elle doublera sa récompense s'il vient. Il se dit qu'il a une opportunité de participer à une expédition avec un rancœur pour le double de la récompense. Il lève instantanément la main et accepte de le faire. Il se dit qu'il ne peut pas laisser passer une telle opportunité. Il se rappelle que les donjons sont classés du plus bas, E, au plus haut, S. C'est un classement sans système exclusif, donc l'humanité a eu besoin d'un rang subjectif pour le quantifier. Le rancœur de rang S, White Shadow, a dit un jour que la seule façon de savoir est d'entrer dans un donjon et d'évaluer par soi-même. Son seul conseil est de vérifier la noirceur de la couleur du vortex du donjon, car plus il est sombre, plus il est probable qu'il s'agisse d'un donjon de haut niveau à terminer. Cependant, même sa méthode n'est pas précise, forçant l'association à établir une norme. Si un donjon ne peut pas être terminé avec 5 chasseurs ou plus du même rang, alors le rang serait augmenté. Si 5 chasseurs de rang A ou plus participaient et qu'ils ne pouvaient toujours pas être terminés, alors il devenait un donjon de rang S. Malheureusement, cette méthode a nécessité le sacrifice d'innombrables vies de chasseurs. Donc craint qu'il ne soit les vies à sacrifier cette fois-ci. Il touche le vortex du donjon. Il est très prudent juste avant d'entrer. Il entre dans le vortex. Il voit qu'il a atterri dans une grotte. Il y a des orbes de lumière partout, qu'il appelle des perles luminescentes. Les autres entrent après lui. Dont voit que tout le monde ne fait que discuter et est trop détendu. Il voit que c'est parce que tout le monde, à l'exception de Soyol, a un badge de rang A. Soyol avertit l'équipe de ne pas trop se détendre et de se préparer à tout. Ils commencent leur exploration. Soja appelle alors le guide, Wook. L'homme demande quel est son ordre. Elle lui demande de chercher une sortie tout en protégeant Don. Wook dit qu'il a confiance en son titre de guide, donc il sait qu'il peut faire ce qu'elle a demandé. Don explique qu'un guide est le nom que les chasseurs donnent à ceux qui sont spécialisés dans l'orientation à l'intérieur d'un donjon. Soja leur ordonne de commencer à marcher. Wook demande à Don s'il est nerveux, et l'homme répond que oui. Le guide dit que c'est le bon sentiment à avoir. Cela surprend Don. Le guide dit que c'est parce que le donjon est suspect. Il lui conseille de toujours écouter l'instinct d'un rancœur comme Soja. Pour l'instant, il peut dire que le donjon est étrangement silencieux, ce qui lui laisse une forte chance de ne rencontrer aucun monstre. Il continue en disant que les créatures qui vivent dans des grottes comme celle-ci devraient émettre un léger bourdonnement ou des sons et des vibrations, mais il n'y en a aucun pour le moment. Il suppose que le danger de ce donjon ne vient pas des monstres, mais de quelque chose d'unique. Don est impressionné par sa vive observation. Le guide désigne l'un des chemins et lui dit qu'ils vont prendre cette direction pour trouver la sortie. Don voit que leur chemin sera différent de celui des autres, mais se dit que ça ira. Le duo suit son propre chemin. Don devient anxieux. Wook ressent la même chose car il ne voit aucun piège ni même le moindre indice jusqu'à présent. Il demande à Don si son corps devient lourd comme le sien. Il répond qu'il a froid et s'inquiète du danger. Le guide n'est pas sûr de leur chemin non plus et admet que la pression intense qu'il ressent en ce moment est une première pour lui. Il admet aussi qu'il a plus peur en ce moment que face à un rancœur, ce qui effraie encore plus Don. Wook dit qu'il y a la présence de quelqu'un de puissant là où il se dirige, et lui demande d'invoquer quelque chose pour se préparer. Son avertissement rend la situation réelle pour le jeune homme. Il serre son bâton magique pour se préparer. Don invoque son escouade de squelettes. Il se fatigue, car la simple matérialisation consomme la moitié de son énergie. Wook demande pourquoi il a invoqué seulement des squelettes ordinaires à un moment pareil. Le jeune homme lui dit à contre-cœur que c'est tout ce qu'il a, et une pression intense se fait soudain sentir sur leur corps. Tous, y compris les squelettes, ont l'impression d'être sous une forte gravité. Wook dit à Don de continuer à marcher car il y a une ouverture plus loin. Il dit qu'il sent la présence d'être là-bas, donc ce pourrait être un endroit sûr. Il dit qu'il ne sait pas si ce sont des gens ou des monstres, mais pense que c'est leur seul choix pour le moment. Alors qu'il avance, le poids sur leur corps ne diminue pas. Don ne peut même pas ouvrir les yeux et la bouche à cause de la pression. Le simple fait de marcher est une corvée. B5 utilise un bouclier d'air sur son maître. Sa magie est rejetée, le faisant tomber au sol. Don commence à subir des dommages internes. Il appelle un de ses squelettes. Il est maintenant si faible qu'il a besoin de l'aide de ses sbires pour se tenir debout et se déplacer. Il voit que Wook s'enfuit déjà à toute vitesse. Il se demande comment un donjon capable de tendre même les rancœurs de haut niveau a pu apparaître si soudainement. Tout ce à quoi il peut penser, c'est survivre pour réaliser son rêve de devenir un rancœur. Il continue sa marche avec ses sbires. Il traverse un champ de force invisible. La notification indique que Don a atteint l'étage d'un vieil homme aux cheveux blancs rempli d'un profond ressentiment. Il se demande ce que ce nom signifie. Il voit qu'une porte en face de lui a un graphique indiquant qu'ils sont bien à l'étage d'un vieil homme aux cheveux blancs rempli d'un profond ressentiment. Il prévient également que son ressentiment est si profond que du givre se forme sur ses cheveux. La mission dit qu'il doit entrer dans la pièce pour vaincre le vieil homme. Don suppose que le vieil homme doit être le boss du donjon. Il entend alors la voix. Il s'avère qu'un trio de personnes est également dans la zone, et ils sont heureux de voir Don et Wook, espérant qu'ils sont une équipe de secours.
dont réalise qu'ils sont un groupe de chasseurs qui essaient aussi d'éviter la pression. Le trio voit le badge violet de rang A de Hook. Il voit aussi les squelettes d'un nécromancien, ce qui leur donne l'espoir qu'ils sont bien une équipe de secours. Il les supplie de les faire sortir du donjon. Hook dit à Don de leur donner de l'eau et de la nourriture. Don le suit et retire son sac de provisions, mais il est toujours en colère que Hook se soit enfui sans lui plus tôt. En sortant la nourriture et l'eau, il essaie d'oublier. Les survivants boivent et mangent aussi vite qu'ils le peuvent. Don et Hook les regardent manger. Le jeune homme imagine qu'il pourrait finir comme s'il faisait une seule erreur. Hook conseille aux survivants de manger lentement. Il leur demande d'expliquer ce qui leur est arrivé. L'un d'eux dit qu'il parlera au nom de son équipe. Il montre son badge de rang B pour indiquer qu'il est le plus haut gradé de son groupe. Il explique que son groupe n'a jamais rencontré un donjon comme celui-ci. Il explique qu'il ne trouve aucune sortie nulle part. Quelle que soit la direction qu'ils prennent, le donjon les ramène à la porte du boss. Et quoi qu'il arrive, ils ne pouvaient pas quitter la porte. Ils n'avaient pas d'autre choix que de défier le boss encore et encore. Cependant, la condition de victoire est impossible à remplir. Il continue en disant que le vieil homme est impossible à battre. Même en étant de rang B, il n'y a aucune chance de le battre. L'espoir du survivant renaît maintenant qu'il voit un rancœur de rang A devant eux. Tous les survivants comptent sur Hook. Don est perplexe. Il demande aux survivants comment ils sont encore en vie s'ils se font toujours battre par le boss. Le chef des survivants dit que c'est une bonne question. Il explique que le vieil homme ne tue pas les gens et n'accepte que les défis. Pendant que la personne est dans sa chambre, le vieil homme effectuera un test. Ils ne comprennent pas les détails, seulement qu'il les a douloureusement maîtrisés. Après la défaite, le vieil homme a fait claquer sa langue. Il a ensuite dit, celui-ci n'est pas apte. Puis il les a rejetés. Don regarde la porte du boss avec curiosité. Les survivants trouvent le vieil homme étrange. Ils disent que c'est la première fois qu'ils rencontrent une personne et non un monstre comme boss de donjon. Don est choqué que ce soit possible. Don s'inquiète de n'avoir d'autre choix que d'ouvrir la porte et de terminer la mission pour survivre. Il regarde Hook, pensant qu'il ne lui fait pas confiance, mais sent qu'il n'a pas le choix à cause de ses compétences de guide. Il se sent piégé, sans aucune option disponible. Soudain, Soyuz et son équipe atteignent leur zone, se demandant ce qui se passe. Soyuz entend tout ce qu'elle doit savoir et réfléchit à leurs options. Elle regarde la porte, déterminée à l'ouvrir et à relever le défi immédiatement, même si l'aura qui l'entoure est intense. Son visage montre la confiance qu'elle peut le vaincre. Les survivants applaudissent et pleurent car ils sont sur le point d'être sauvés avec un rancœur et 2 rangs A à leur côté. Soyol et son équipe de rang A marchent vers la porte, pendant que Don et les survivants regardent. Don est confiant qu'ils peuvent y arriver maintenant que Soyol s'en occupe. La rancœur attache ses cheveux. Alors que sa main est sur la poignée, elle dit à ses hommes de se préparer pour ce qui les attend de l'autre côté. Elle tire lentement la poignée. Le groupe entre dans l'obscurité. Don attend, puis il est choqué par ce qu'il voit. Les rangs à qui accompagnaient Soyuz sont projetés à travers la porte, le corps couvert de contusions. Une seconde plus tard, même Soyuz est éjectée, couverte de bleu. Le lancer est si puissant qu'elle est projetée contre une paroi rocheuse. Lentement, la porte se referme bruyamment. Don est sidéré. Il regarde les chasseurs qui tentent de se relever et pense que cela ne fait que 10 minutes qu'ils sont entrés. Il n'arrive pas à croire que même une rancœur de rang S comme Soyuz ait été mise hors de combat si rapidement. Soyuz est frustrée que le vieil homme ait dit qu'elle n'était pas apte. Elle crie sur Don. Elle exige qu'il lui donne une potion de niveau avancé du sac. Il regarde ses yeux déterminés et sait qu'elle n'abandonnera pas. Elle dit qu'elle en est sûre. Don lui tend la potion. Elle déclare qu'elle fera savoir au vieil homme qu'elle est vraiment apte. Don réalise que apte est généralement le mot utilisé par un maître lorsqu'il cherche un disciple. Il se demande si le ressentiment du vieil homme vient du fait qu'il n'a jamais trouvé de successeur adéquat. Pendant ce temps, Soyo boit la potion. Elle la jette en se dirigeant vers la porte. Quelques minutes plus tard, elle est à nouveau éjectée, puis encore, et encore, et encore. Cela ne fait qu'enrager Soyo. Elle se plaint que le vieil homme a des exigences impossibles. Pourtant, elle se prépare à y retourner. Don la regarde, frustrée par l'inutilité de ses efforts. Au bout d'une journée, Don a l'air déjà épuisé d'attendre. Pendant 4 jours d'affilée, Soi n'a jamais reculé devant le défi. Elle est fatiguée, mais toujours aussi déterminée par la rage. Elle pointe la porte du doigt et se plaint de l'impossibilité du défi. Don craint que même si son frère parent était là, rien ne changerait. Il a le sentiment que même 5 rancœurs ne pourraient pas vaincre le vieil homme. Soja dit qu'elle admet que le vieil homme est fort. Cependant, elle jure qu'elle continuera à le défier tant qu'elle sera en vie. Don est admiratif de sa mentalité de rancœur. Il se lève quand même, voyant que quelque chose doit changer. Il voit que les survivants ont perdu tout espoir. Il admet qu'il commence à être frustré lui aussi. Il tient son bâton magique, déterminé à faire quelque chose. Il regarde tout le monde et réalise qu'il est le seul à n'avoir jamais franchi la porte. Il se tient prêt à prendre son tour. Il s'approche de Soyuz. Elle lui demande ce qu'il veut. Il exprime qu'il veut essayer le défi lui-même. Soyuz est surprise. Le compagnon chasseur samouraï de Soyuz est insulté qu'il veuille tenter un défi que même un rancœur a échoué. Le samouraï exige qu'il reste à sa place. Il s'apprête à dégainer son épée.
Don transpire. Soja dit à son homme d'arrêter. Elle demande à Don si la raison pour laquelle il y va et qu'il ne lui fait pas confiance. Soja attend la réponse de Don pour savoir s'il ne lui fait pas confiance. Il répond que ce n'est pas le problème. Soit lui rappelle qu'il n'est qu'un porteur et ne peut donc pas donner son avis en tant que chasseur. Il répond qu'il en est conscient, alors elle lui demande pourquoi il veut défier le vieil homme. Don explique que le vieil homme veut quelqu'un d'apte. Il dit qu'à son avis, le ressentiment du vieil homme est lié à son incapacité à trouver un digne disciple. Pour lui, être un disciple est une question de potentiel, et n'a donc rien à voir avec les compétences actuelles. Soyo lui demande s'il veut faire du vieil homme son maître au lieu de le vaincre. Don explique qu'il pourrait y avoir une condition de réussite cachée, une manière alternative de terminer certains donjons. Soja songe à cette possibilité. Elle lui demande s'il pense avoir plus de potentiel qu'elle. Le samouraï de Soja attend attentivement sa réponse, comme s'il était prêt à lui sauter dessus au moment où Dongul dirait quelque chose d'irrespectueux. Dongwol répond qu'il doute fortement d'avoir plus de potentiel qu'elle. Soja voit qu'il ne le nie pas. Sa réaction inquisitrice le rend nerveux. Il admet qu'il se sent simplement coupable que tout le monde ait souffert du défi, sauf lui. Soja le regarde attentivement pour voir à quel point il est sincère. Elle sourit. Elle détermine qu'il dit la vérité et est heureuse qu'il montre son vrai visage. Elle dit qu'elle a vu quelque chose en lui dès le début, qu'il se prenait pour un loup à l'affût depuis le départ. Elle lui demande s'il est après la récompense du donjon ou une rencontre fortuite. De nouveau, Don se sent exposé. Il a l'impression que cette femme est une voyante qui peut lire en lui. Soja l'autorise à tenter le défi. Elle ne voit pas d'autre choix et admet qu'elle est mal placée pour parler, puisqu'elle a échoué de toute façon. Elle le prévient cependant qu'il n'a qu'une seule chance. Elle explique que leur ration s'épuise et qu'aucune équipe de secours n'arrive, ils doivent donc terminer le donjon au plus vite. Don incline la tête devant elle et la remercie pour cette opportunité. Don regarde la porte avec détermination. Il se dirige vers elle. Il touche la poignée de la porte. Il hésite avant de décider d'ouvrir la porte. Il entre dans la pièce sombre. Il voit que les cheveux du vieil homme sont couverts de givre à cause de son profond ressentiment, comme l'indiquait le statut du niveau. Une lumière vive force Don à se couvrir les yeux. Quand il les rouvre, la scène devient plus nette et détaillée, avec son sol en pierre lévitant et un environnement semblable au vide. Il sent une lourde pression qui le force à s'agenouiller. Le fantôme du vieil homme effrayant apparaît et se plaint que son nouveau challenger a l'air pitoyable. Il ne le juge même pas digne d'un combat et décide qu'il devrait simplement se débarrasser de lui. Les yeux du fantôme s'illuminent de rage. Don sent la pression augmenter. Sa notification lui indique qu'il fait face au souvenir d'une âme maudite. Elle l'informe aussi qu'il a rempli une condition cachée en tant que nécromancien. Don s'inquiète, ne sachant pas ce qui se passe. La notification l'informe qu'il a acquis la compétence de nécromancien de rang S, recréation de mémoire. Il n'arrive pas à croire qu'il a obtenu une compétence de rang S. La notification signale ensuite qu'il utilise la compétence maintenant. Don se demande quelle différence sa compétence a faite, puis réalise que le vieil homme ne s'est pas encore débarrassé de lui. Sa notification signale que le souvenir de l'âme maudite, maître de toutes les techniques, est en cours de recréation. Une lumière vive force Don à se couvrir les yeux. Il se prépare à ce qui va arriver. Un flocon de neige tombe alors sur sa main droite. Il réalise qu'il a été transporté dans un environnement avec une tempête de neige. Le vieil homme a l'air d'être en chair et en os alors qu'il se tient seul au milieu de la tempête de neige. Il se plaint de ne pas pouvoir trouver un disciple convenable, ce qui rend toutes ses réalisations vaines. Il a l'impression que son dur labeur n'a servi à rien. Don regarde autour de lui et se demande s'il a été transporté dans un autre monde. Il voit que c'est un désert de neige et de glace. Il ressent soudain une douleur. Il se tient la tête, pensant qu'il doit ressentir les émotions et la douleur du vieil homme. Le vieil homme continue de parler de sa vie et admet qu'il a eu une vie intéressante. Il se souvient de sa jeunesse et de la façon dont il a maîtrisé toutes les formes d'armes, de magie et d'arts à un si jeune âge. Il est reconnaissant que la maîtrise du flux de ki ait rendu toutes les techniques accessibles. Une narration raconte comment le vieil homme a transcendé quiconque a vécu longtemps grâce au ki, mais il est tout de même devenu une victime du vieillissement. Il se plaint que le fait d'être vieux donnait l'impression de boire du poison en buvant de l'eau ou que même l'air léger cherchait à le tuer. Il regarde son corps et se plaint d'être un homme assoiffé, rempli de douleur et d'agonie. Il serre le poing, déterminé à ne pas mourir sans but. Avec des yeux déterminés, il rejette la mort. Le vieil homme tombe à genoux. Il se lamente que tout ce qu'il voulait était un seul disciple, et pourtant il ne l'a pas eu. Il pleure sur un monde où personne n'est assez talentueux pour prendre sa relève. Don regarde le vieil homme implorer le ciel de lui envoyer un digne disciple. Il hurle qu'il ne peut pas mourir. Des larmes coulent de ses yeux. Elles tombent sur la neige en dessous. Il dit qu'il vendrait son âme juste pour rester sur terre, puis son corps s'effondre au sol. Une notification indique que la recréation de mémoire est terminée. Don se prépare pendant que la zone redevient normale. Il retourne à la scène du donjon du vide. Le jeune homme essaie de se ressaisir. Il regarde autour de lui pour voir s'il est bien de retour. Il sent alors à nouveau une pression sur son corps. Elle est si lourde qu'il est forcé de s'agenouiller. Il se tient la poitrine, sentant l'étouffement. Pourtant, il sourit. Son visage est maintenant rempli de confiance car l'espoir lui est revenu.
Le vieux fantôme s'adresse à lui. Il lui demande s'il a sondé son âme. Don se relève et confirme que oui. Il regarde le vieil homme et pense à tout le pouvoir et au savoir qu'il a accumulé au cours de sa longue vie. Il est devenu déterminé à être celui qui héritera de tout. Le vieil homme lui dit que même s'il le trouve intéressant, il le juge toujours indigne de ses techniques. La pression revient sur Don, le forçant à s'agenouiller de nouveau. Le jeune homme lui dit qu'il a tort. Il lui dit que s'il continue avec ses exigences élevées, il restera un fantôme pour toujours, connu pour son entêtement et son obstination. Le fantôme répond qu'il est insolent et ne voit pas à quel point il est généreux d'épargner continuellement des fourmis comme lui. Il demande s'il doit lui casser une jambe pour qu'il reprenne ses esprits. Don le supplie d'écouter d'abord. Le jeune homme rappelle comment il a maîtrisé toutes les techniques alors que la plupart des gens peinent déjà à en maîtriser une seule dans leur vie. Le vieux fantôme nie cela et dit qu'il y aura un autre génie comme lui quelque part. Don pointe la porte et lui dit que Soyuz était déjà l'une des plus fortes du monde. Le vieil homme est choqué, car devenir un rancœur comme Soyuz est le but ultime de Don. La réaction du vieil homme blesse sa fierté. Le jeune homme voit qu'il lui mange dans la main. Le vieil homme l'accuse de mentir. Don le met au défi de le regarder dans les yeux et de lui dire qu'il ment. Il crie qu'il sait quand un homme ment. Le vieil homme voit qu'il dit la vérité. Don lui demande de le choisir comme disciple plutôt qu'un idéal inaccessible. Le vieil homme est intrigué. Don continue en disant qu'il peut lui transmettre ses capacités. Le vieil homme le voit maintenant comme un effronté, et lui dit qu'il préférerait enseigner à des déchets plutôt qu'à lui. Don précise qu'il n'a pas besoin de lui enseigner directement. Il ouvre sa fenêtre de statue. Il invoque tous ses squelettes. Il laisse l'aîné les regarder et déterminer leur potentiel. Le vieux fantôme les examine de près. Don espère qu'il verra le potentiel illimité des squelettes. Il dit qu'ils ont tous des capacités uniques et qu'il serait facile pour lui de les former. Le fantôme les tapote en les inspectant. Don lui dit que s'il ne veut qu'un seul successeur, il lui assure que toute la croissance de ses sbires sera héritée par leur maître. Il continue de vanter les squelettes comme des êtres à l'endurance infinie, sans peur de l'adversaire. Le vieil homme réfléchit profondément. Il tourne alors le dos au squelette. Sa réaction rend Don nerveux. Le vieil homme dit qu'il trouve sa situation amusante et ironique. Comment n'aurait-il jamais pensé qu'il cherchait en fin de compte des morts vivants pour être des disciples au potentiel illimité? Il imagine que chaque squelette a dû être un guerrier exceptionnel de son vivant. Il pense à la difficulté d'enseigner à plus d'un élève. Il accepte alors de le faire, réalisant qu'il doit faire un compromis. Une notification apparaît pour dire à Don qu'il a rempli la condition cachée. Les yeux du jeune homme s'écarquillent. L'endroit se retransforme en un désert enneigé, mais cette fois, il n'y a pas de tempête et le soleil brille. Le vieil homme, qui a maintenant une apparence paisible en chair et en os, dit à Don qu'il choisit de faire confiance à sa détermination. Il lui demande de promettre d'hériter de tout ce qu'il possède, peu importe les épreuves, pour laisser son héritage dans le monde. Une notification indique à Don qu'il doit convaincre le vieil homme de sa résolution s'il veut atteindre le niveau suivant. Don répond qu'il ne manquera pas cette occasion unique et promet d'en hériter quoi qu'il arrive. Le vieil homme est satisfait. Une notification apparaît pour féliciter Don d'avoir terminé l'étape. Don se réveille confus sur un lit. Il entrevoit quelque chose. Il voit que quelqu'un est dans la pièce. Il réalise que c'est Soyol, vêtu d'un tailleur. Le jeune homme se ressaisit et réalise qu'il est à l'hôpital. Soyol se présente à nouveau comme la vice-maîtresse de la guilde Parent. Elle le regarde avec colère et lui dit qu'elle est aussi connue sous le nom de l'impératrice des ténèbres. Don se demande ce qu'elle fait dans sa chambre. Il ne se souvient pas de ce qui lui est arrivé après avoir terminé le donjon et pense qu'il a dû perdre connaissance. Soja dit qu'elle pensait qu'il était impossible de vaincre le boss du donjon. Elle le regarde avec mépris, sachant que c'est le porteur qui l'a terminé alors qu'elle en était incapable. Don est si effrayé par elle qu'il détourne le regard et se couvre avec la couverture. Il lui demande pourquoi elle continue de le foudroyer du regard. La jeune femme ne s'arrête pas, alors il précise qu'il veut savoir pourquoi la vice-maîtresse d'une guilde majeure est venue le trouver. Soja tire une chaise vers elle. Elle lui demande comment il a terminé le donjon et quelle récompense il a obtenue. Elle continue en lui demandant s'il est devenu le disciple du vieil homme. Il essaie de se mettre à sa place et réalise qu'elle doit le voir comme un type lambda qui lui a volé son exploit. Il sait qu'un autre rancœur l'aurait tué pour avoir volé sa proie. Il serre le bord de la couverture, rongé par la culpabilité. Soja lui demande à quoi il pense si profondément. Don lui demande ce que les nouvelles disent de leur exploration du donjon. Soja comprend ce qui l'inquiète et le rassure, lui disant qu'il n'a pas à s'en faire, car ils ont rapporté que la guilde Puran a réussi à terminer le donjon et ont fait signer des accords de confidentialité aux survivants. Don est soulagé d'entendre que personne ne sait que c'est lui qui a terminé le donjon. Il la remercie pour sa prévenance. Soit lui demande pourquoi il veut cacher son exploit alors que la plupart des chasseurs l'exhiberaient au monde entier. Don répond qu'il préfère être en sécurité qu'être connu. Soit lui dit qu'elle ne l'a pas fait pour lui et qu'elle était plus préoccupée par la fierté de la guilde purine. Personne ne croirait qu'un porteur de rang était le MVP de l'expédition. Don réalise qu'il garde le secret car ce serait une honte pour leur guilde, et qu'il doit garder la vérité secrète, sinon ils s'en prendront à lui. Il demande depuis combien de temps il était inconscient. Elle répond que cela fait 3 jours qu'ils sont sortis du donjon.
Don est contrarié d'avoir perdu autant de temps. Il prévoit de ne parler à personne de la récompense qu'il a obtenue, sinon il serait en danger. Il lui dit qu'il n'a pas encore compris quelle est la récompense, et qu'il a besoin de temps pour lui en parler correctement. Soit comprend. Il demande un peu de temps pour y voir plus clair. Il lui dit aussi qu'elle n'a pas à s'inquiéter qu'il s'enfuit, car il sait déjà que personne ne peut échapper au regard de l'impératrice des ténèbres. Soit le regarde avec méfiance. Elle accepte et lui dit qu'elle reviendra le chercher une fois que tout sera réglé. La jeune femme ferme la porte derrière elle. Don s'allonge sur son lit, soulagé. Il repense à sa malchance, se réveiller après 3 jours, aller dans un donjon étrange, et s'être mis à dos la guilde Parent. Il imagine le fondateur de la guilde Parent, et espère pouvoir renverser la situation et avoir une bonne relation avec sa guilde. Sa fenêtre de notification apparaît. Elle lui suggère de vérifier ses récompenses. Il lui vient à l'esprit qu'il n'a pas encore vérifié ses récompenses. Il appuie sur le bouton accepter de la fenêtre. Elle lui indique que son énergie a augmenté de 20 de façon permanente. Elle lui indique aussi qu'il a acquis la compétence de rang S, enseignement de toutes les techniques. Il consulte son statut. Il voit qu'il a déjà une compétence d'invocation de rang D, plus les 2 compétences de rang S ajoutées. Il trouve qu'il a accompli de grandes choses. Il réalise pourquoi tant de vétérans sont obsédés par les donjons. Il examine la compétence mémoire des morts. Il ne voit pas comment l'utiliser à nouveau. Il l'oublie pour l'instant et adore consulter son statut. Il va voir sa nouvelle compétence, enseignement de toutes les techniques. Son effet l'intrigue. Il se lève immédiatement. Il prend son sac à dos. Il se dirige vers son terrain d'entraînement. Il regarde sa main avec curiosité. Il l'attend. Il active la compétence enseignement de toutes les techniques. Une puissante boule de lumière apparaît dans sa main. Le vieil homme en sort. Il dit au jeune homme qu'il était temps qu'il l'invoque. Don est content de revoir le vieil homme. Le vieil homme le frappe soudainement à la tête en le traitant d'idiot. Il est en colère qu'il ne l'ait appelé qu'après 3 jours. Il l'avertit qu'il ne pourra pas suivre s'il est si paresseux. Don lui dit qu'il l'a appelé dès qu'il a repris ses esprits. Il est perplexe, comment le vieil homme a-t-il pu le frapper alors que c'est un fantôme? L'aîné peut deviner ce qu'il a en tête. Il lui dit qu'il peut avoir un contact physique avec lui parce qu'ils sont connectés mentalement. Il ordonne que leur entraînement commence immédiatement. Don se prépare à invoquer le squelette, mais le vieil homme lui dit que ce n'est pas la peine. L'aîné dit qu'il se concentrera uniquement sur le jeune homme pour aujourd'hui. Il pointe Don du doigt et lui dit que c'est lui, le problème. Don commence à être irrité par le vieil homme. Le fantôme de l'aîné le laisse deviner pourquoi on l'appelle le maître de toutes les techniques. Il dit qu'on lui a donné ce nom après avoir appris et perfectionné d'innombrables techniques. Il lui dit qu'il ne peut pas tout enseigner au squelette et que c'est à lui d'apprendre le reste. Don est accablé par la nouvelle. Il demande pourquoi il ferait ça, alors que c'est lui qui lui a dit que son talent était nul. Nul. Le fantôme de l'aîné tape du pied, puis exige son silence. Il insiste pour qu'il hérite de toutes les compétences qu'il possède. Il dit qu'il rendra même un déchet comme lui comparable à un génie. Don tremble comme une feuille. L'aîné pense à tous les arts qu'il a créés, mais qu'il n'a jamais eu la chance d'utiliser. Il explique qu'il connaît un massage qui améliorera son physique en 300 jours, et que même si ce sera douloureux pour le jeune homme, entendre qu'il subira une douleur atroce démoralise Don. Il dit au vieil homme que son cœur n'est pas prêt pour ça. Le vieil homme se met en colère et lui dit qu'il devrait s'estimer heureux qu'un professeur comme lui accorde de son temps. Il appelle son massage la grande technique de l'artisan céleste, et il l'a créée durant ces dernières années. Don ne comprend pas pourquoi il n'a pas simplement utilisé une technique d'un si haut niveau sur quelqu'un de son vivant. Le vieil homme devine ce qu'il pense et explique qu'il doit utiliser son énergie vitale en l'utilisant. Il précise que s'il l'avait utilisé à l'époque, son corps aurait fondu et disparu. Le jeune homme demande ce qui lui arriverait maintenant. L'aîné explique que puisqu'il est déjà mort, rien ne lui arriverait. Don demande pourquoi il n'a pas simplement pris l'un des individus plus talentueux qui l'ont défié auparavant pour utiliser cet art sur eux. L'aîné le frappe à la tête pour cette question stupide. Don demande pourquoi il a fait ça. L'aîné voit qu'il ne comprend vraiment pas et y voit un signe qu'il est vraiment sans talent. Il explique que l'art du massage transforme les nuls en génie, donc il n'a aucun sens s'il n'est pas utilisé sur un nul. Que sa meilleure utilisation est sur une cible qui n'est qu'au niveau d'un déchet alimentaire. Ces paroles dures blessent le jeune homme. L'aîné continue en disant que ça ne fonctionnerait pas sur quelqu'un comme Soja, car son corps a déjà été influencé par une autre énergie. Pour lui, le corps faible de Don est idéal pour cet art. Il dit qu'il regrette de devoir l'utiliser, car il voulait à l'origine un vrai génie depuis le début. Don réfléchit à ces paroles dures. Il songe à la possibilité de devenir plus fort en même temps que ses squelettes. Le vieil homme lui demande s'il est prêt. Don répond qu'il l'est, avec une énergie débordante. Les cris du jeune homme effraient même les oiseaux. Il tapote sans cesse pour que le vieil homme arrête. Le vieil homme continue de frapper son dos, mais lui dit que ça a à peine commencé. Don se dit d'endurer le massage pour pouvoir devenir un rancœur un jour. Sa peur est qu'il vienne juste de commencer. L'aîné est impressionné qu'il endure et dit qu'il va accélérer le rythme. Le jeune homme ne cesse de se répéter qu'il doit endurer. Une notification apparaît pour lui dire qu'il a obtenu la compétence résistance à la douleur. Le vieil homme le frappe davantage, le faisant tousser.
Les membres de Don lâchent. Le vieil homme lui dit que le massage est terminé pour le moment et loue sa capacité à endurer. Malgré ses louanges, Don ressemble toujours à un cadavre sans vie sur le sol. Pourtant, le vieil homme peut voir qu'il a du potentiel. Don demande si l'on finit pour aujourd'hui. L'aîné lui dit qu'il leur reste encore 30 minutes. Il relève Don pour le faire tenir debout. Il désigne ses squelettes guerriers et lui dit qu'ils l'attendent. Don les regarde, les larmes aux yeux. Il accepte de continuer, mais pense secrètement qu'il veut mourir. Le vieux fantôme enseigne que la force physique est le fondement de toutes les techniques et est impressionné par la capacité des squelettes à développer leur force même sans muscles. Il commence l'entraînement en montrant une posture du cavalier qui nécessite une position accroupie. Les squelettes suivent la posture du vieil homme, et le vieux maître continue de parler du développement de la force et de la stabilité grâce à une base solide. Don est aussi en position accroupie, et il a du mal à le faire après le massage. Le vieil homme lui rappelle à nouveau qu'il n'a aucun talent. Que ce qu'il a à revendre, en revanche, c'est de la ténacité. Il lui rappelle que le maître ne doit pas être plus faible que ceux qu'il invoque. Don maintient toujours sa posture et endure ses muscles déjà déchirés. Il compare l'expérience à de la torture. 30 minutes plus tard, Don se repose sur le sol, le souffle lourd. Le vieil homme met fin à la session. Il ordonne à Don de faire l'entraînement physique tous les matins et de ne pas l'invoquer s'il ne le fait pas. Sur ce, le vieil homme disparaît. Don est toujours au sol, haletant. Ses squelettes sont près de lui, attendant ses ordres. Il appelle B1. Le squelette est tout oui. Il demande à l'homme d'eau de le porter, car il ne peut même pas marcher. Plus tard, Don se rend à sa guilde. Junso l'appelle dès qu'il le voit. Il lui demande de venir le voir rapidement. Junso lui présente 2 survivants du donjon qu'il a terminé. Don se souvient de qui ils sont. Les survivants sont heureux de le voir, et il remarque qu'il a l'air plus musclé ces derniers temps. Don se demande ce qu'ils veulent dire. Il remarque maintenant qu'il a pris de la masse. Il réalise que son corps est maintenant plus musclé, comme ils l'ont dit. Il se demande si c'est le résultat du massage. Il se reconcentre sur la raison pour laquelle les chasseurs du donjon précédent sont venus le trouver. Il leur demande ce qui les amène à sa guilde. L'un d'eux se présente comme étant Jugo et dit qu'il voulait le rencontrer parce que ses actions et son attitude les ont impressionnés. Il serre la main de Don et dit qu'ils ont l'intention de faire équipe avec lui. Junso regarde avec un sourire son ami se faire de nouveaux compagnons. Les chasseurs vont droit au but et parlent au jeune homme du nouveau donjon qu'ils connaissent. Ils expliquent que ce nouveau donjon est de type rancé. Don est surpris quand ils lui disent qu'ils sont au courant de ses difficultés financières qui le poussent à accepter n'importe quel travail. Don regarde Junso avec un visage en colère. Junso a l'air coupable en le regardant. Don admet qu'il est vrai qu'il a besoin d'argent. Jugo dit que c'est une raison de plus pour venir avec eux. Il rapporte qu'il a entendu dire qu'un groupe qui est entré dans le donjon en est sorti avec une potion de puissance. Don est choqué à la mention de la potion. Il se remémore qu'une potion de puissance est une récompense rare, peu importe le rang, et que c'est un élixir qui peut guérir toutes les maladies. Jugo continue en disant qu'il sera un chasseur cette fois, au lieu d'un porteur. Don s'informe sur le paiement. Jugo dit que leurs profits seront partagés. Cela excite Don. Il pense qu'il pourrait obtenir environ 50 millions s'il tombait sur une potion de puissance. Il divise le nombre par 6 personnes et réalise qu'ils obtiendront environ 33 millions chacun. Ses yeux se transforment en signe de dollars à cette pensée. Jugo lui demande s'il veut se joindre à eux. Don accepte d'y aller. Il devient curieux de savoir à quel point ces squelettes doivent être forts après l'entraînement et pense que c'est une bonne occasion de les voir en action. L'affaire est conclue, et ils conviennent de se retrouver à un endroit précis. Le lendemain matin, Don retourne sur son site d'entraînement. Pendant que les squelettes s'entraînent, le jeune homme parle au fantôme de l'aîné de sa prochaine mission. Le vieil homme désapprouve, car il vient juste de commencer son entraînement. Cependant, il pense que l'expérience pratique pourrait être bonne pour lui. Don demande s'il a sa permission. Il accepte, mais lui dit avec un visage en colère que ce ne sera pas une excuse pour sauter son entraînement. Le vieil homme lui dit qu'il devrait l'invoquer même quand il est déjà dans le donjon. Le vieil homme prépare ses mains pour la séance de massage. Don a peur de devoir le faire. Il hurle pendant la séance, faisant s'envoler les oiseaux. Le corps de Don lui fait mal à cause du massage. L'aîné lui dit qu'il a fait du bon travail. L'homme haletant a l'impression d'avoir failli mourir. Il se souvient comment il a reçu la compétence de résistance à la douleur et comment il serait déjà mort sans elle. Il espère que cette compétence s'améliorera avec le temps. Le vieil homme applaudit et le félicite pour son bon travail. Don lui dit que tout le mérite lui revient. L'aîné lui dit qu'il est prêt pour une augmentation de l'intensité à partir de demain. Le jeune homme est surpris. Le vieil homme ignore sa réaction et annonce le début de leur véritable entraînement. Il appelle tout le monde à se rassembler. Les squelettes se rassemblent vers lui. Il leur dit à tous de se mettre en position accroupie comme la dernière fois. Il annonce également qu'il enseignera chaque jour une technique à chacun d'eux. Le vieil homme fait craquer ses mains. Il pointe ensuite Bewan du doigt. Le squelette regarde Don. Le jeune homme dit au vieil homme qu'il est un épéiste, et que tout ce qu'il sait faire, c'est manier une épée. Le vieil homme dit que cela lui convient, et qu'ils peuvent le faire progresser au fur et à mesure. Le fantôme ordonne au squelette avec un visage intimidant de donner un coup. Bewan a peur de lui.
Don attrape le squelette par l'épaule et lui dit qu'il fera de lui un grand épéiste. Il le prévient que la condition est qu'il doit s'entraîner jusqu'à ce que ses os se brisent. Ces mots ne font que lui donner plus de frissons. Bewan passe la journée à s'entraîner à manier son épée. Le vieil homme demande soudain son nom à Don. Le jeune homme répond. Le vieil homme lui demande alors ce qu'est, selon lui, l'art de l'épée. Le jeune homme répond avec hésitation que c'est une technique utilisée pour le maniement de l'épée. Le vieil homme n'est pas surpris par sa réponse. Il lui dit qu'il a raison. Il saisit un bâton et lui dit que l'art de l'épée est simplement la compétence de manier une épée. Il lance le bâton à Don et lui dit de le ramasser. Don regarde le bâton par terre. En le ramassant, il réalise que le vieil homme ne veut pas seulement que Bewan hérite de ses compétences d'épéiste, mais lui aussi. Il tient le bâton dans sa main et le regarde. Il prend une posture d'épéiste et demande au vieil homme comment il veut qu'il le manie. Le vieil homme répond qu'il peut le manier comme il le souhaite. Don ajuste sa posture. Il le balance de toutes ses forces, comme le lui ordonne le vieil homme. Le vieil homme complimente son style. Don est surpris qu'il en faille si peu pour l'impressionner. Le vieil homme lui fait remarquer la façon dont il tient son épée. Il complimente la façon dont il a fermement levé son pouce tandis que les autres doigts tenaient en place. Puis il analyse comment il a balancé sa lame dans les positions optimales. Il est impressionné qu'il ait frappé de cette façon alors qu'il ne lui a encore rien appris. Il voit qu'il frappe en se basant sur tout ce qu'il a vécu jusqu'à présent. Don regarde le bâton alors que le vieil homme estime qu'il a mis sa vie dans son coup. Le jeune homme se demande si c'est vrai. Le vieil homme lui demande s'il pense que son coup deviendra plus puissant s'il y ajoute de la force et de la vitesse. Don ne sait pas quoi dire. Le vieil homme dit qu'un coup tranchant deviendra toujours plus puissant avec de la force et de la vitesse, et que c'est un fait qui ne changera jamais jusqu'à la fin du monde. Cela fait réfléchir le jeune homme. Clarté. Il réalise que son professeur fantôme veut qu'il crée son propre coup tranchant et y applique force et vitesse. Le vieil homme lit dans ses pensées et constate qu'il commence à comprendre. Le vieil homme lui demande alors s'il sait ce qui se passera si son coup est répété des millions de fois et atteint son apogée. Il tient l'épée. Il dit alors à Don de regarder et de manier une épée avec attention. L'élève regarde avec concentration. Le vieil homme arme son coup d'épée. Il fend l'air avec précision. Encore et encore, il tranche. Il continue en disant qu'il n'y a pas besoin de discussion théorique. Il rappelle à son élève de renforcer son coup tranchant. S'il le fait, tout le monde finira par utiliser sa technique comme référence. Don déglutit à cette pensée. Il lève son bâton, sans se soucier d'avoir l'air maladroit. Il continue de balancer le bâton sans se soucier de son apparence. Une notification apparaît pour l'informer qu'il a acquis la compétence lacération, et elle lui indique que la compétence a un potentiel de croissance. Parent, le fondateur de la guilde Parent, s'occupe de la paperasse dans son bureau. Il entend sa sœur l'appeler. Soit apparaît. Il s'inquiète qu'elle ait des ennuis, car c'est la première fois qu'elle vient le voir dans son bureau. Soit lui dit que quelque chose la préoccupe récemment. Elle lui demande si un chasseur de rang peut soudainement montrer une force supérieure à celle d'un ranker. Parent trouve sa question étrange. Il répond qu'il pense que cela prendrait trop de temps pour un randé. Même avec toutes les triches possibles, il ne peut imaginer un randé rivaliser avec un ranker que s'il s'avère qu'il cachait ses compétences depuis le début. Seuil lui dit qu'elle peut confirmer qu'il ne cachait jamais ses compétences. Il la croit en raison de sa capacité de perception grâce à sa compétence de recherche. Parent demande ce qui se passe. La sœur hésite à répondre. Elle pense au fait qu'elle n'a pas encore fait de rapport sur son expérience dans le dernier donjon. Elle est trop gênée pour dire à son frère qu'elle a été vaincue à plusieurs reprises. Elle se souvient du vieil homme intimidant. Elle a honte de savoir qu'elle ne s'est jamais sentie aussi impuissante auparavant. Rien que de penser à Don, ça la met en colère. Elle se souvient à quel point il était hors du commun quand elle l'a vu pour la première fois. Elle se souvient de sa curiosité quant à ce qui se passerait si elle le laissait entrer dans la salle du boss. Maintenant, ça la trouble qu'il l'ait réellement terminé. Elle se souvient comment l'homme a promis de lui raconter ce qui s'est passé, alors elle essaie d'être patiente jusqu'à ce qu'il le fasse. Parent réalise que sa sœur sourit tout en étant plongée dans ses pensées. Le fait que son frère le remarque perturbe Soja. Elle se lève de son siège et lui dit qu'elle s'en va. Alors qu'elle part, Parent la taquine en lui disant de ne pas être timide avec lui. Pendant ce temps, des chasseurs se rassemblent devant une porte vortex menant à un donjon. Jugo et son ami au bandana voient quelqu'un approcher. Ils voient que Don est arrivé. Jugo le salue et lui demande s'il a bien reçu tous les détails qu'il lui a envoyés. Don relit le message texte sur les monstres et la défaite du boss du donjon. Don lui dit, en haletant, qu'il s'est badigeonné de crème solaire et a emporté de Léo. Jugo est content qu'il n'ait pas eu besoin de le lui rappeler. Don regarde alors la foule et se demande pourquoi il y a plus de monde que les 6 personnes mentionnées auparavant. Il voit qu'il y a 2 chasseurs qu'il ne connaît pas qui viennent. Jugo lui dit qu'il a invité des porteurs de rang F. Don répond qu'il comprend. Il pense que c'est logique d'avoir des porteurs pour ramasser les butins. Il pense qu'il va dans un donjon de rang C et se dit que ça devrait aller. Il se rappelle, en regardant la porte vortex, que ces squelettes peuvent même vaincre un orc, même si c'est le monstre de rang D le plus élevé. Il entre dans la lumière du vortex. Il découvre que l'environnement est un désert. Il marche sur le sable. Il jette un coup d'œil au soleil ardent.
Sa notification lui indique que toutes ses statistiques ont diminué de 10% à cause de l'environnement hostile. Les autres ont encore plus de mal à s'adapter à la chaleur. Don voit que les porteurs sont ceux qui ont le plus de mal à s'adapter. Il est perplexe car il ne ressent qu'un léger inconfort. Il se souvient du vieil homme et du fait que le désert n'est rien comparé à son massage infernal. Il active sa compétence d'invocation. Ses squelettes apparaissent. Il se dirige vers les autres membres du groupe. Celui avec le bandana sent que ses squelettes semblent plus forts que lorsqu'il était dans le donjon. Jugo attire l'attention de tout le monde et leur dit que les monstres qu'ils affronteront sont des scorpions et des serpents. Les autres prennent peur, mais Jugo leur assure que ce ne sont que des monstres de rancée. Il rappelle également aux porteurs de les suivre et de faire leur devoir. Ils marchent pendant un moment. Les chasseurs n'ont déjà plus le moral ni l'énergie à cause de la chaleur. Jugo leur ordonne soudain de s'arrêter. Il regarde les environs et ne voit rien de suspect. L'homme au bandana lui demande pourquoi ils se sont arrêtés. Il sent soudain une secousse. Une queue de scorpion sort du sol. Soudain, ils sont encerclés par des scorpions géants. Jugo sort une dague. Il en tranche un sans difficulté. Il ordonne aux autres de se ressaisir et de se préparer au combat. Tout le monde se met en position de combat. Don observe tout le monde se battre. Il appelle Bewan. Le squelette utilise la magie du bouclier d'air sur les chasseurs comme le lui ordonne son maître. Don obtient également un bouclier d'air autour de son corps. Il appelle ensuite tous ses serviteurs. Il leur ordonne d'exterminer tous les scorpions. Don reste en retrait avec un bouclier d'air autour de lui. Pendant ce temps, Befour frappe le sol avec son bouclier. Une notification indique que le squelette a utilisé la compétence de bas niveau provocation. Don ordonne à tous les squelettes d'attaquer. Les scorpions du désert regardent Befour à cause de la provocation. Bewan prépare un coup avec son épée. Il frappe les carapaces des scorpions. Cela n'a apparemment causé aucun dégât, et pourtant le scorpion qui l'a frappé s'effondre. Don lui ordonne de continuer à frapper ses cibles jusqu'à ce que Bétri les touche avec des flèches consécutives. Bétou peut percer leur carapace avec ses coups de lance. Don observe leur progression. Il est content de les voir bien se débrouiller. Jugo fait l'éloge de ses squelettes. Don Wall lui dit qu'ils ne s'en sortent bien que parce qu'il a attaqué le grand groupe de scorpions en premier. Jugo rit et dit qu'il est trop modeste. Don Wall trouve ses éloges peu sincères et se méfie de lui. Il regarde autour de lui. Il voit et observe que les chasseurs sont forts. Il ne voit pas pourquoi ils auraient besoin d'un chasseur de rang E comme lui. Il se souvient aussi qu'ils savent que c'est lui qui a reçu la récompense du donjon de haute difficulté. Il sait qu'ils ont signé des accords de confidentialité. Il en conclut qu'ils lui ont demandé de participer à l'exploration d'un donjon pour pouvoir être seul avec lui. Il sent que les autres le regardent bizarrement. Don décide qu'il doit être prudent. À son insu, Jugo le regarde par derrière. Ses yeux révèlent qu'il manigance quelque chose. Ils atteignent un temple. La notification indique qu'ils ont atteint la salle de l'ancien roi scorpion du désert et qu'un sacrifice est nécessaire pour l'ouvrir. Elle continue en disant que l'offrande sacrificielle doit être placée au sommet de l'autel. Elle dit aussi qu'un rang F est l'offrande idéale, ce qui inquiète les porteurs. Don pense qu'il n'y avait aucune mention de cela dans les détails envoyés. Les porteurs entendent la voix sarcastique des chasseurs dire que c'est étrange. Ils demandent où ils vont trouver un sacrifice au milieu du désert. Leurs visages sont malicieux alors qu'ils regardent les porteurs. Un des porteurs demande ce qui se passe. Jugo leur dit qu'ils ont besoin de 2 offrandes. Il leur dit de se dépêcher et de monter au temple, effrayant encore plus les porteurs. Un porteur leur dit qu'ils ont perdu la tête. L'autre porteur demande pourquoi ils leur font ça. Jugo sourit et les traite d'idiots pour ne pas avoir trouvé étrange que la paie pour ce travail soit plus élevée que d'habitude. Il sort sa dague et leur dit que pour obtenir une grosse paie, il faut en payer le prix. Don voit comment il se comporte si ouvertement devant lui. Il en conclut que cela doit signifier que Jugo est confiant de pouvoir le battre. Don est en colère à cause de son regard. Jugo continue de menacer les porteurs avec sa dague. Don se met devant les porteurs. Jugo est surpris et demande aux nécromanciens si cela signifie qu'ils se retournent contre eux. Il l'accuse de jouer les héros. Don lui demande quel est leur but. Il précise qu'il veut savoir pourquoi il l'a amené dans ce donjon. Il lui crie dessus, exigeant de savoir. Jugo lui dit qu'ils sont curieux de savoir quelle récompense il a obtenue dans le dernier donjon. Il lui dit qu'il veut le secret que même une ranquère comme Soyeuse n'a pas réussi à obtenir. Cependant, il dit aussi qu'il n'a aucune intention de se battre. Sa seule condition est qu'il se joigne à eux et qu'il leur donne des parts égales de la récompense. Don le traite de fou et ne les voit plus que comme le mal incarné. Il analyse ses options et sourit en prévoyant de les combattre. Don invoque B3 et dit au squelette de tous les anéantir. Bandant son arc, il fait pleuvoir des flèches. Jugo tranche les projectiles, empêchant ses hommes de se faire empaler. Il a la réponse du chasseur, qu'il juge regrettable. Comme il refuse de faire équipe avec une bande d'animaux, les 2 groupes s'affrontent. Les squelettes ont chargé, et l'homme maléfique a été surpris par leur force. Bien qu'en difficulté, il se moque du nécromancien, disant qu'il n'était qu'un simple porteur il y a quelques jours. Don ne peut nier qu'il est en fait plus fort que prévu. Il est de rang C, mais ses capacités sont proches de celles d'un ranquaire de rang B. Au moins, c'est pour le mieux. Soudain, Jugo sourit bien qu'il ait du mal contre son ennemi.
C'est une grosse erreur de penser qu'il peut gagner simplement parce qu'il n'affronte qu'une seule personne. Il demande si le novice sait pourquoi il s'aventure sans crainte dans des donjons de rang inconnu. La réponse est l'argent, bien sûr. Don ressent une intense intention meurtrière et fait en sorte que B1 bloque un poignard volant. Même à travers leur connexion, il ressent l'impact de l'attaque. Alors qu'il s'éloignait du squelette, une silhouette sombre est apparue derrière Jugo. Le chasseur qui est apparu derrière lui est un assassin de rang à des rôdeurs de l'ombre. L'homme confirme que le nécromancien a terminé le donjon, ce que même Soyuz n'a pas pu faire. En regardant le chasseur de haut rang, Don a commencé à perdre espoir, car c'est un miracle qu'il ait même réussi à tenir contre ses ennemis actuels. Si un ranker de rang intervient maintenant, il n'y a aucune issue. Se sentant acculés, les porteurs s'excusent alors d'avoir causé des problèmes et expriment leur gratitude. Ils voient leurs larmes et se demandent pourquoi ils doivent endurer une telle souffrance. Il n'y a aucune raison pour qu'ils soient sacrifiés simplement parce qu'ils sont faibles. Voulant les sauver, il serre le poing et jure de protéger les innocents. Bien que l'ennemi soit un assassin de haut rang, il a un allié puissant qui est assez fort pour tous les écraser. Invoqué pour la journée, le maître regarde les deux puissants ennemis. Il claque de la langue, s'attendant à ce que cela arrive lorsque le novice a dit qu'il allait se promener. La situation étant urgente, Don supplie l'ancien de lui donner des conseils. Cependant, on dit au jeune homme d'accepter son sort car il n'est absolument pas de taille face à eux. Il trouve pitoyable que quelqu'un qui prétend être son disciple ait du mal contre des faibles. Le chasseur lui dit d'arrêter de se lamenter et qu'il ne pourra pas atteindre son but si son disciple meurt. Cependant, le vieil homme est ferme, disant qu'il s'est mis lui-même dans ce pétrin, et que c'est lui qui est lésé. Pendant ce temps, le rôdeur de l'ombre a directement demandé ce qu'il a obtenu comme récompense du donjon. En entendant cela, Don comprend enfin qu'ils ne veulent pas vraiment le tuer, mais qu'ils veulent la récompense qu'il a obtenue. En d'autres termes, il y a encore un moyen de résoudre son problème. Ils l'intimident et prennent le contrôle, mais ils auront des ennuis s'ils ne partagent pas ses secrets. Dans ce cas, il essaie une méthode que même l'ancien reconnaît. Tout d'abord, il confirme qu'ils sont après la récompense du donjon que même Soyuz n'a pas pu prendre pour elle. Il accepte de leur dire, surtout parce qu'il est un ranker de rang A. C'est un choix sage et sensé, mais il refuse de le faire tant qu'on ne lui permet pas de combattre les traîtres sans interruption. Tant que son ressentiment et sa frustration ne se calmeront pas, son cœur ne le laissera pas parler. Déterminé, il ne leur donne même pas d'alternative à l'accord. Le chasseur hésite, et les porteurs commencent à s'inquiéter de son approche. Il en rajoute, disant qu'il ne supporte tout simplement pas que sa fierté soit bafouée. Voyant leur suspicion évidente, Don dit qu'il n'essaiera rien car il ne peut de toute façon pas échapper à leur emprise. Même s'il manigançait quelque chose, il ne pourrait jamais tromper les yeux d'un ranker de rang A. Comprenant son point de vue, l'homme devient plus ouvert à l'accord. Puisque les rôdeurs de l'ombre sont à ses trousses, il dit qu'il est de toute façon comme mort. Mais même s'il meurt, il ne laissera pas ces traîtres saines tirer indemnes. Comme il continuait à hésiter, Don a pris l'épée du squelette, menaçant de mettre fin à ses jours. Son plan fonctionne enfin lorsque le ranker lui dit d'attendre un moment. Ils lui donneront exactement 30 minutes, mais s'il ose essayer quoi que ce soit, il s'assurera qu'il vive dans l'agonie, incapable de mourir même s'il le voulait. Avec cela, l'accord est conclu. Don accepte l'accord, et Jugo est indigné par celui-ci, surtout parce qu'il est trop sous-estimé. Croyant qu'il vaut mieux essayer malgré tout, le nécromancien prépare ses squelettes. Le décor étant planté, Maître accepte enfin d'intervenir, disant qu'ils s'entraîneront avec des conseils pratiques. Pour affronter l'assassin plus tard, il doit conserver autant d'énergie que possible. Il lui enseigne une stratégie pour utiliser la force d'un adversaire contre lui, ce qui demande un effort minimal. Comprenant l'idée, il remercie l'ancien. Les squelettes se déplacent sur son ordre, chargeant le groupe de chasseurs. La rencontre dure un certain temps, et ils échangent quelques coups ici et là. Jugo a réalisé que le nécromancien est plus fort que prévu. À ce moment-là, B5 a levé son bâton, tirant une boule de feu sur les chasseurs. Ils se sont enfuis de peur, ne sachant pas quand les squelettes avaient appris à utiliser de telles techniques. B1 a suivi, mettant la pression sur les ennemis et les repoussant, brisant même leur lame avec la sienne. Observant de loin, l'assassin voit que leurs mouvements sont impeccables et nets. À ce rythme, le chasseur de Baran pourrait bien gagner. Cependant, c'est le cadet de ses soucis car il sent soudain une présence familière. Ses alliés devraient être dehors et sur leur garde, mais son aura est près de l'entrée. Jugo à l'aide d'épuisement, battu et désemparé. Une ombre sombre se projette sur lui alors que Don s'approche pour porter le coup de grâce. Terrifié, il a reculé pitoyablement, suppliant qu'on lui fasse grâce. Ils sont trop faibles pour être considérés comme une véritable expérience de combat, mais c'est un bon échauffement pour l'assassin. Cependant, même le maître sait que ce sera trop. Ayant mis sa vie en jeu depuis le tout début, il fait appel à B1. À ce moment-là, ils se sont tous figés en sentant quelqu'un approcher rapidement. Un autre assassin du même niveau que le premier vient de rejoindre le champ de bataille. Il est bon dans tout le reste, mais le novice oublie souvent d'anticiper. L'ancien a raison, bien sûr, car il n'a plus de tours dans son sac. Il ne veut pas l'admettre,
mais il était bien trop confiant et a fait un pari dangereux pour sa vie. Jugo ricane de triomphe, disant qu'il ne serait jamais venu avec un seul renfort. Le deuxième assassin arrive, et Don envisage de s'enfuir tant qu'il le peut. Cependant, à leur grande surprise, le nouveau venu dit qu'ils doivent partir car Soja est à proximité. Confus, ils ont regardé en silence, ne sachant pas du tout pourquoi la rancœur de haut niveau était là. Sans temps pour réfléchir, ils devaient agir vite s'ils voulaient éviter la mort. Sur ce, les rôdeurs de l'ombre ont disparu, laissant Jugo seul et appelant désespérément. Dans un retournement de situation surprenant, la puissance de la rancœur de haut niveau est démontrée. Près de l'entrée du portail, Soja se tenait les bras croisés, se demandant si elle n'exagérait pas. Suivre le jeune homme aussi loin lui donnait l'impression de le harceler. Avec l'aide de la guilde, elle a pu le suivre jusqu'à ce donjon, mais elle s'est soudainement retournée, sentant que ce n'était pas bien. Il a promis de revenir vers elle une fois qu'elle aurait réglé ses affaires. Décidant de lui donner un peu plus de temps, elle part immédiatement. De retour à l'intérieur, les chasseurs traîtres se faisaient éliminer un par un. Voyant ses alliés se faire tuer, Jugo refusait de mourir d'une manière aussi pathétique. Ainsi, il va utiliser tout ce qu'il peut et se tourner vers les porteurs. Faisant face à leur squelette cible, les yeux de Jugo ont changé, cherchant quelque chose à faire. Don pouvait voir clair en lui et dans son plan de cibler les faibles porteurs à la place. Il appelle B1, lui transmettant ses pensées et ses ordres. L'épéiste obéit immédiatement, chargeant le chasseur et balançant son arme pour lui couper la main gauche. Des cris perçants ont rempli le désert. Marchant froidement, Don se demanda, l'aurait-il quand même épargné s'il avait été plus faible? La réponse était un non évident, et il en va de même pour le reste. De douleur et de colère, Jugo la maudit, refusant de tout accepter si facilement. Il essaie de riposter et se jette sur le nécromancien. Cependant, B1 a réagi instantanément, lui coupant cette fois la jambe. Tombant désespérément au sol, il ne lui reste plus qu'à crier sur son ennemi, se demandant pourquoi il avait dû se montrer devant lui. Cela dit, il semble avoir oublié que ce sont eux qui l'ont approché. Il met sa tête au sol, disant au chasseur de faire vite. Don se moque de la demande et dit qu'il ne mourra pas d'une manière aussi décontractée. Grinçant des dents de colère, Jugo l'attrape avec son bras restant et dit à l'homme de le tuer sur le champ. À ce moment-là, les squelettes ont attrapé l'homme par le poignet, l'ont traîné sur le sable et l'ont jeté sur la plateforme sacrificielle. Ils ont placé un autre chasseur sur la plateforme suivante pour ouvrir la salle du boss du donjon. La condition du sacrifice étant remplie, la pièce a bourdonné. Si cet incident ne s'était pas produit, Don aurait quitté le donjon sans le vaincre. Cependant, c'est une autre histoire maintenant, et il ne fait que rendre ce qu'on lui a donné. Ils répondront à la gentillesse par la générosité et à la violence par la vengeance. Si quelqu'un s'en prend à sa vie, il prendra la leur sans une once de pitié. Alors que les corps se dissipent, les conditions sont remplies et l'ancien sceau est levé. Regardant la plateforme maintenant vide, il leur dit de bien vivre leur prochaine vie. Don pense alors à Soyuz et pourquoi elle n'est pas encore arrivée. Les rôdeurs de l'ombre se sont enfuis craignant son arrivée. En fait, sans elle, il aurait dû combattre deux rancœurs de rang A et aurait pu finir sur la plateforme à la place. À ce moment-là, le sol a tremblé alors que la porte s'ouvrait. Le roi scorpion antique a été décellé, et sa rage réprimée depuis des siècles éclate jusqu'aux cieux. Sa présence est si forte et imposante que les statistiques des squelettes ont toutes diminué d'un cinquième. Quand on commence à s'inquiéter, un des porteurs demande si tout va bien se passer. Bien qu'il n'en soit pas certain, il leur assure que ce qui est à l'intérieur est mieux que les chasseurs de tout à l'heure. Il essaie de se calmer en se souvenant de l'entraînement qu'il a suivi. Maître est intervenu d'un ton moqueur en disant qu'il ne devrait pas avoir besoin de son aide pour cela. S'il en a besoin, alors il vaut mieux qu'il meure sur le champ. Ajoutant qu'il ne plaisante pas, il rappelle à son disciple de l'appeler pour l'entraînement le lendemain. Sur ce, la compétence d'invocation se termine pour la journée, et le vieil homme disparaît. Un bruit aigu a résonné de l'intérieur, et un scorpion géant est sorti en chargeant. Au final, il doit affronter le boss tout seul, alors il lui dit néanmoins de s'avancer. Le boss approchant, Don et ses squelettes ont été immédiatement en état d'alerte maximale. Cependant, rien n'a jailli des portes ouvertes. Imperturbable face au silence soudain, il se demanda s'il attaquait par en dessous. Appelant B5, il lui ordonne de lancer un bouclier d'air et demande aux autres de prendre leur formation. Ils se déplacent tous rapidement et couvrent leurs arrières, se préparant à ce qui pourrait arriver. À ce moment-là, le sol sous eux s'est fissuré. Le scorpion a surgi par derrière, éliminant B3 dans une attaque surprise. Don est surpris qu'il ait visé directement l'archer en l'ignorant. Prouvant son sens du combat, il a pivoté pour cibler ensuite le magicien. Comprenant rapidement la situation, le nécromancien ordonne au tank de provoquer l'ennemi et de recevoir son agression. Heureusement, cela fonctionne bien, et le boss charge sur eux en un rien de temps. V4 encaisse bien le coup, restant ferme tout en bloquant l'attaque. Avec cela, ils ont une chance de contre-attaquer. Don invoque tout le monde, et ils se précipitent tous pour frapper ensemble. Des flèches et des explosions de flammes ont plu sur sa carapace dure, et les combattants d'épée ont suivi, frappant sans se soucier de savoir s'il avait un point faible ou non. Après tout, leur force réside dans leur nombre.
Cependant, le scorpion refuse de perdre comme ça, alors il tourne sur lui-même pour les envoyer tous voler. Bien que la force les fasse reculer, ce n'est pas suffisant pour vaincre les squelettes. Le nécromancien sourit, sachant que leurs efforts portent leurs fruits et qu'il inflige indéniablement des dégâts au boss. Revigoré, il dit à ses hommes de laisser leurs soucis de côté car il peut simplement les ressusciter à nouveau. Il lui reste 50 d'énergie, ce qui devrait être suffisant pour invoquer tout au long du combat. Se sentant invincible, B1 a sauté pour frapper l'ennemi. Les mouvements rapides du scorpion exploitent ses ouvertures, mais il est ressuscité dès qu'il meurt. Cela surprend le boss, qui doit maintenant faire face à une autre vague d'adversaires. Malgré les cris fervents de Don, il riposte de toutes ses forces et essaie de les affronter de front. Les squelettes ont surpassé son sens du combat, coupant maintenant son dard venimeux. L'une des plus grandes menaces étant écartée, ils ont chargé. Assez vite, le nécromancien regarde avec admiration le système annoncer qu'il a vaincu l'ancien roi. Il s'exclame de joie, excité par la victoire, mais manque de s'évanouir d'épuisement. Si le boss avait résisté un peu plus, il aurait certainement perdu en un rien de temps. Avec cette victoire, leurs compétences montent également de niveau, et l'expérience du boss de Rancé en vaut la peine. Don reçoit un objet appelé la glande à venin du scorpion antique. L'acceptant sans hésitation, il apparaît immédiatement dans sa main. La glande contient environ 20 poisons différents, lui permettant de créer de l'équipement ou de l'utiliser comme ingrédient de compétence. En voyant cela, B3 a soudainement commencé à hocher la tête et à faire des bruits. En vérifiant, le nécromancien voit la réaction s'intensifier à mesure qu'il s'approche. À ce moment-là, une condition cachée a été remplie. Grâce à l'obtention d'un poison de haut rang, il a la possibilité de créer une compétence de flèche empoisonnée. Le chasseur est stupéfait, ne sachant pas qu'une compétence peut être débloquée de cette manière. Il comprend enfin pourquoi les donjons sont si recherchés. Il apprend la compétence, et B3 déborde presque de ce nouveau pouvoir. Avec cela, il termine le donjon et obtient sa récompense. Une lumière vive a jailli, le ramenant dans le monde réel avec les porteurs. Ils ont sauté de joie, remerciant le nécromancien de les avoir gardés en vie. Avertis de ne pas aller n'importe où juste parce qu'on leur offre de l'argent, les trois se séparent avec un sourire. Maintenant seul, Don va vérifier sa récompense. C'est un objet de rang B appelé la trace du désert antique. Une lumière vive a jailli sur la paume de Don, et la récompense du donjon est apparue sous la forme d'une clé brillante. Selon la description, elle révèle les secrets d'une relique cachée et lui est liée. Il se demande si c'est une sorte de donjon lié. Alors qu'il espérait que quelqu'un lui explique, une silhouette familière s'est approchée de lui, inconscient. Remarquant sa présence, il s'est retourné et a été surpris de voir l'impératrice sombre l'observer. Seuil a parlé timidement, disant qu'il a dû mettre de l'ordre dans ses pensées puisqu'il conquiert maintenant des donjons. D'ailleurs, si elle n'était pas venue à lui, il ne l'aurait probablement jamais recherchée. Comme il ne peut pas nier catégoriquement l'affirmation, il commence à paniquer et envisage de mêler quelques mensonges à son explication. Cependant, l'idée qu'elle le surprenne est encore plus terrifiante compte tenu de sa réputation et de son aura. Il décide de simplement lui dire la vérité car cela pourrait être plus avantageux. De plus, c'est un chasseur novice qui a encore tant à apprendre sur ce monde. S'il peut utiliser cela comme une opportunité pour créer un lien avec la Rancère, alors il doit la saisir. Il soupire de résignation, acceptant d'expliquer comment il a terminé le donjon et de lui montrer sa récompense, promettant de tout partager. Don ajoute qu'il y a une condition. Premièrement, il a besoin de sa protection au moins jusqu'à ce qu'il devienne plus fort. Ce n'est pas qu'il ait des dettes, mais il y a de mauvaises personnes qui lui en veulent. En attendant la deuxième condition, il lui demande de lui apprendre ce qu'il ignore, en commençant par l'objet clé qu'il a reçu du donjon. En le voyant, Soja ne put cacher sa surprise et demanda si c'était un médium. Vu la réaction de la Rancère, il se demande si l'objet peut vraiment avoir autant de valeur. Elle lui demande s'il l'a obtenu dans le donjon dont il vient de sortir. Il doit vraiment avoir de la chance, car les chances de trouver un médium dans un donjon ordinaire sont presque nulles. Il y en a moins de 100 dans le monde et ils ne sont pas échangeables car ils sont liés. Il est toujours confus, ne sachant pas ce que ça peut faire. Les médiums sont aussi comme une rencontre fortuite, ouvrant les portes à des quêtes liées, qui augmentent en rang et atteignent finalement le rang SC+. Tous les médiums qu'elle connaît ont fait ça. Il ne peut s'empêcher d'être abasourdi par la nouvelle. Les Rancères, y compris elle-même, recherchent désespérément ces objets, il est donc surprenant qu'il en ait trouvé un par hasard. Sur ce, elle accepte les conditions, ce qui lui donne un grand sourire. Cependant, elle a aussi une condition. Peu de temps après, ils entrent dans l'appartement du jeune homme, et la Rancère ne peut cacher son étonnement. Comme c'est un endroit assez miteux, jonché de déchets et de vêtements usagés, il lui avait dit de ne pas venir, mais s'occuper de lui fait partie de leur accord. Elle confirme qu'il n'y a aucun dispositif de surveillance, aucune compétence ou aucun chasseur dangereux dans les environs. Maintenant qu'elle connaît son lieu de résidence, elle restera sur le toit pour le moment. Avant qu'il ne puisse protester, elle lui dit simplement de la prévenir quand il s'entraînera demain. De retour dans la forêt, la condition qu'elle avait mentionnée était de surveiller son entraînement.
Depuis qu'il a terminé le donjon du vieux maître, son énergie a augmenté de façon exponentielle, et elle est très curieuse de savoir comment il parvient à cette croissance rapide. Suite à leur accord, il a déjà tout expliqué sur sa rencontre dans le donjon, y compris le vieux maître et le type d'entraînement qu'il reçoit de lui. Le seul problème qui lui reste est l'affaire des rôdeurs de l'ombre. S'il continue à le menacer, il devra leur rendre l'appareil. Le lendemain, les coups familiers continuèrent. Le souffle de Don est coupé, mais le maître lui dit simplement de ne pas réagir de manière excessive, car son corps prend enfin forme. En d'autres termes, il doit comprendre qu'ils devront bientôt augmenter l'intensité. Le jeune homme se plaint en disant que ce n'est plus que de la violence à ce stade. En entendant cela, le visage du vieil homme se plissa de colère. Le maître est insulté que son disciple décrive vulgairement sa grande technique comme de la violence. En colère, il lui dit de se préparer à la vraie douleur. Les cris du jeune homme emplirent la forêt alors que les coups devenaient beaucoup plus forts. Cependant, cela semble efficace car la compétence de résistance à la douleur de Don monte de niveau plus tard. Alors qu'il tremble encore sous le choc, Soja s'approcha silencieusement en examinant son corps. Peu importe combien de fois elle le voit, la rancœur n'arrive pas à s'habituer à ce processus. Il a tout expliqué concernant le maître, mais ce n'est pas comme si elle pouvait le voir, et elle ne peut pas suivre simplement en regardant. Le maître lui dit de se lever car il leur reste encore 30 minutes. Il s'exécute, connaissant déjà la routine et n'ayant pas l'énergie de discuter. Il fait aussi tourner les squelettes à l'entraînement, ce qui leur a permis de devenir plus forts chaque jour. Le problème, c'est qu'il doit suivre leur rythme. Il affiche la fenêtre de statut et est satisfait de la progression qu'il montre. Suite à leur entraînement, il a appris toutes les compétences d'invocation, sauf pour B5 qui est un mage. Pour apprendre la magie, il doit d'abord apprendre à utiliser la clé du corps. Sachant déjà cela, le vieil homme dessine quelque chose sur le sol et dit à son élève de s'asseoir en tailleur. Obéissant, on lui demande ensuite de réciter la formule qu'on lui a apprise la dernière fois. Ce faisant, il doit se concentrer et sentir comment l'énergie sans forme se déplace dans son corps. Fermant les yeux, il commença à réciter et tomba dans une transe de concentration profonde. La respiration est l'étape la plus cruciale. Et s'il ne peut pas sentir la clé pendant que les squelettes s'entraînent, il n'y aura d'autre choix que de le juger sans talent et de forcer le passage avec une intensité pure. Sans autre option, il inspire et expire, déterminé à tout endurer pour devenir plus fort. Plus tard dans la nuit, Soja gardait le toit comme d'habitude et se demandait si Don était vraiment devenu le disciple du vieil homme. Elle se souvient encore des innombrables fois où elle a été projetée par l'aîné. Le simple souvenir suffit à la faire frissonner. Même si tout a commencé par une rencontre fortuite, la détermination du chasseur à endurer mérite d'être reconnue. Puisqu'on en est là, elle décide de les observer pour le moment. Après tout, le maître contre qui elle n'a rien pu faire est juste à côté de lui. Juste en le regardant grandir, elle sent qu'elle pourrait un jour dépasser ses propres limites. Alors que la nuit s'épaississait, elle se demandait jusqu'où il grandirait et était excitée par cette pensée. Pendant ce temps, au quartier général des rôdeurs de l'ombre, le PDG prit un autre verre de vin, faisant face à un subalterne avec une requête. Il demande de l'aide pour s'occuper de Soja. C'est le membre qui a attaqué Don dans le donjon. Elund, le propriétaire des rôdeurs, dit qu'ils ne sont pas non plus très enthousiastes à l'idée d'affronter la guilde par an. L'homme s'incline en s'excusant, disant qu'il aurait dû s'en occuper avant que la rancœur ne s'en mêle. Le patron demande si c'est vraiment une opportunité qui lui donnerait le contrôle sur les meilleurs chasseurs. Il le confirme, ajoutant que Soja, aussi difficile soit-elle, y porte un intérêt direct. La description est pour le moins tentante. Claquant des doigts, une secrétaire apparaît immédiatement aux côtés de Elund, répondant à son appel. Il demande le programme de la guilde et on lui dit qu'ils sont complets pour le mois prochain. Après y avoir réfléchi un moment, il s'enquiert du rang de Don et on lui répond qu'il est actuellement de rang E. Comme il a encore un long chemin à parcourir, le patron libère son emploi du temps pour un mois plus tard, voulant voir le jeune homme lui-même. Il devient excité, souriant de manière menaçante. Pendant ce temps, le chasseur en question faisait des abdominaux et tombait au sol d'épuisement, comme d'habitude. Soja attendit tranquillement qu'il finisse et l'appela par son nom de manière inattendue. Avec une expression sérieuse, elle dit qu'elle a quelque chose à lui dire. Don se lève car Soja semble avoir quelque chose d'important à dire. Elle lui rappelle sa promesse de le protéger des embuscades jusqu'à ce qu'il devienne plus fort. C'est vrai, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle le surveille 24 heures sur 24. Comme c'est une rancœur, elle doit avoir des donjons à terminer et des affaires de guilde à régler. Comme il l'a mentionné, elle a négligé ses responsabilités pendant les 2 semaines qui ont suivi leur accord. Maintenant, il a 2 options à choisir. Premièrement, il la suit pendant 6 heures où il utilise la clé médium obtenue dans le donjon précédent. Il avait complètement oublié la clé et invoque le précieux objet dans sa paume. Lié à son nom, lui seul peut l'utiliser pour entrer dans un donjon lié. Ce sera peut-être plus sur là-bas qu'avec elle, car aucun autre chasseur ne pourra y entrer. Cependant, il s'inquiète pour sa sécurité, car il sera tout seul dans un donjon de rang B. Son hésitation la fait sourire. Elle lui dit que ce n'est peut-être pas le cas et qu'il ne réalise pas à quel point il a grandi.
Ce pourrait être une excellente occasion de vérifier son niveau de force actuel. À son avis, du moins, il devrait pouvoir le terminer sans souci. Il rougit presque, ne s'attendant pas à être félicité par une rancœur de haut niveau. En tant que nécromancien irrégulier, personne ne le reconnaissait comme un chasseur de rang E. Maintenant, il n'arrive pas à croire qu'il reçoit la reconnaissance de quelqu'un, et encore plus d'une rancœur. Serrant fermement la clé, il sourit avec une confiance retrouvée et choisit la deuxième option. Il a l'intention d'y aller sans hésitation, car il a de toute façon déjà terminé son entraînement du matin. Pour invoquer le donjon, on lui demande d'infuser son énergie dans la clé. Ressentant soudain une inquiétude, il prend une seconde avant de faire ce qu'on lui a dit. Le médium brilla d'une vive lumière et une invite lui demanda s'il voulait activer la quête secrète. Malgré l'avertissement qu'il s'agit d'un donjon solo, il sourit simplement et dit au revoir à Soja, promettant de revenir bientôt. Dans un éclair de lumière vive, il apparaît dans un endroit complètement différent et devant une ancienne pyramide. Sentant déjà le danger, il invoque immédiatement ses squelettes. Alors que sa petite armée se levait, ils marchèrent ensemble vers la structure, prenant leur temps pour affronter le donjon. Ils maintiennent leur formation, suivant fidèlement leur maître. En tant que randés, ils sont forcément trop faibles pour un donjon de ce rang. Ils doivent donc se battre comme les faibles et s'élever ensemble vers la victoire. En ouvrant la porte du donjon, il est accueilli par un silence étrange et froid. Entrer fut assez facile, mais dès qu'ils furent à l'intérieur, le système examina la connexion du chasseur avec le donjon. Suite à cela, le donjon se transforma et les portes se refermèrent violemment, les piégeant tous à l'intérieur. Pour aggraver les choses, ils sont aspirés plus profondément, incapables de lutter contre la volonté de la structure. Un peu plus tard, il se réveille dans le noir, tremblant après être tombé sur le sol dur. Il était entré si confiant, mais s'est retrouvé coincé dans une situation ridicule. Heureusement, il a atterri au même endroit que ses squelettes, ils peuvent donc commencer à explorer les environs. Obtenant la compétence pour sécuriser la vision, B3 tira une flèche éclairante, illuminant les chemins ouverts. Cela dit, il n'est toujours pas certain que le chemin qu'il emprunte soit le bon. Néanmoins, ils n'ont d'autre choix que d'avancer maintenant. Soudain, un éclair de lumière vive l'aveugle presque. Le système annonce qu'il a découvert la scène, le ressentiment de la lance solaire. Au plus profond du donjon se trouve un guerrier et souverain absolu de l'ancien empire du désert. Sa mission est de franchir les obstacles et d'atteindre la lance solaire. À ce moment-là, Don Alta de choc alors que d'innombrables squelettes prenaient vie. La pluie tombait à verse sur une ville du désert. Marchant et grognant de ressentiment, une silhouette retira sa capuche, révélant d'énormes ailes sombres. Les gens le traitaient de monstre et de sang mêlé, se demandant comment il pouvait même penser à s'intégrer parmi des humains comme eux. Certains ont essayé de lui couper les mains à sa naissance, tandis que d'autres ont visé ses chevilles fragiles. Finalement, quelqu'un lui a pris les yeux, ne laissant que des orbites vides. Alors qu'il souhaitait sa mort, l'attaquant à chaque occasion, il était trop habile avec son arme pour succomber. Manant sa lance unique, il a fendu tous ses ennemis, les abattant un par un. À la fin, il s'est retrouvé tout seul. Si tout le monde allait prendre ce qui était à lui, alors lui aussi prendrait sans pitié ce qui est à eux. Les squelettes du donjon prirent soudainement vie, et Don ne put que maudire la situation dans laquelle il se trouvait. Il est rapidement averti que 100 squelettes lanciers approchent. Agissant rapidement, B4 reçoit l'ordre de bloquer le front pour l'instant. C'est dangereux de se battre en terrain découvert, il doit donc les attirer dans un couloir étroit. Quand cela arrivera, ils pourront les retenir et en éliminer quelques-uns à la fois. L'armée chargea, et le tank protégea ses camarades du danger. Poursuivant l'action, les autres en profitèrent pour vaincre ceux qui s'approchaient de trop près. Les choses fonctionnent bien pendant un certain temps, mais le bouclier finira par atteindre sa limite. Don leur dit de ne pas être si imprudent et de jouer avec le cours de la bataille. L'un d'eux attrape la jambe du squelette, mais B3 règle rapidement le problème. En les éliminant un par un, il vise la cible suivante. Soudain, le nécromancien trouva des lances à quelques centimètres de son visage. Heureusement, il s'est entraîné aussi dur que ses hommes. Il laisse ses instincts mouvoir son corps et attrape les armes à main nue. En dead. Sa propre armée est toujours aussi fiable, d'autant plus que B5 lance d'énormes boules de feu sur les ennemis. Celles-ci explosent au milieu de la foule, battant plusieurs adversaires à la fois. Cependant, bien que beaucoup tombent, il y en a tout autant prêts à s'avancer pour prendre leur place. Les squelettes lanciers avancèrent, et Don réalisa qu'aucun de ses efforts n'était suffisant. Il feint un sourire confiant, leur disant à tous de venir comme ils le souhaitent. Il le charge, et l'épuisant va-et-vient continue, drainant les ressources des deux camps en un rien de temps. La première fois qu'il réinvoque un squelette tombé, les ennemis sont surpris. Si nécessaire, il continuera à poignarder ses ennemis et en prendra une nouvelle si l'arme se brise. Avec sa propre méthode, il se ferait un chemin à travers le groupe, affrontant tout le monde de front. La frustration commença à s'installer, et la bataille devint bientôt une guerre d'usure. Il haletait et soufflait, épuisé par l'échange prolongé. Après un moment, le système annonce que la lance solaire endormie s'est réveillée. En l'observant, elle se moqua de lui demandant s'il était un adversaire digne de ce nom vu ses faibles compétences. Insulté et moqué,
dont le maudit, sans savoir qui est vraiment la lance solaire. Cela dit, il a terminé un donjon bien plus difficile que celui-ci et a convaincu le vieux maître qu'il en était digne. Les provocations des ennemis fonctionnant, le chasseur décide de continuer à avancer. Alors qu'il préparait leur formation, le système retentit à nouveau, les avertissant encore une fois de l'approche de 100 lanciers. Il soupire d'agacement, pensant qu'il doit y avoir un mécanisme d'apparition infini jusqu'à ce qu'il atteigne sa destination. À ce rythme, cette rencontre ne finira jamais, il doit donc y arriver le plus vite possible. Regardant B4 bloquer les attaques, dont lui demande brusquement son bouclier, voulant en cœur à partir de maintenant. Claquant l'équipement au sol, il dit à B5 de lancer un bouclier d'air sur son corps. Ils ignoreront les autres et courront directement vers la salle du boss, espérant y arriver avant de tomber. Face aux innombrables ennemis, il est temps de tenter sa chance. Serrant fermement le bouclier, dont bondit en avant, se projetant dans l'armée ennemie. Il n'a plus beaucoup d'énergie, et il est déterminé à faire tout ce qu'il faut pour s'en sortir. Plusieurs lances le frappèrent en même temps, et il réussit à peine à tenir bon. Heureusement, il est assez intelligent pour dévier leurs frappes vers le haut et lancer quelques contre-attaques. Son objectif est simple, franchir les obstacles et atteindre la lance solaire. C'est tout ce qu'il a à faire. Et avec ça en tête, il chargea dans la horde, ne se souciant de rien d'autre, y compris de sa sécurité. Centimètre par centimètre, pas à pas, il se rapprochait de son but, pensant qu'il ne lui fallait qu'un peu plus de distance. Enfin, une lumière vive provenant d'un passage s'illumina. La lance solaire se moqua de lui. Elle le traite d'humain pathétique qui ose le défier malgré ses faiblesses. Rouge et insulté, Don ricana en retour. Encore plus de squelettes apparurent, et c'était comme s'il n'y avait pas de fin à eux ni à la bataille. Ces squelettes se font abattre un par un, et si les choses continuent ainsi, il mourra à coup sûr. Maudissant le donjon, il avança, encaissant des coups et battant des ennemis en chemin. Un moment plus tard, il haletait d'épuisement et atteignit bientôt un énorme tas d'ennemis sans vie. Il réalise qu'ils proviennent de la horde qu'il vient de vaincre. En d'autres termes, les salles qu'il a traversées étaient toutes agencées pour tourner en rond. Après tout, peu importe le chemin qu'il prenait, il n'y avait pas de fin à son épreuve. Faisant maintenant face à un autre groupe d'ennemis, il a le choix de se battre ou de se relever. La situation est critique, d'autant plus qu'il ne lui reste que 20 points d'énergie. Pendant ce temps, il reste encore environ 30 ennemis. N'ayant rien d'autre à faire, il décide de tenir aussi longtemps que possible. Ces squelettes obéissent, poursuivant leur combat. Le nécromancien est déterminé à percer pendant que les squelettes tiennent bon pour lui. Comme il n'y a pas de donjons impossibles à terminer, il doit juste penser à ce qui pourrait lui être caché. Il parvient à atteindre le sommet du tas, mais l'objectif d'atteindre la lance solaire reste inchangé. Agacé, il la cherche du regard et trouve un vide étrange au plafond. Comprenant ce que cela pourrait être, il appela B4 de venir à lui rapidement. La lance solaire le nargue, lui qui a enfin remarqué après une épreuve épuisante. Le traitant d'humain stupide, l'être mystérieux l'appelle à venir, voulant réduire en cendres tous les humains inférieurs. Utilisant le bouclier comme tremplin, Don relève le défi et saute vers le portail au-dessus. Quelques lumières rouges l'accueillirent, et il tendit la main pour entrer dans le vide noir. Enfin, il a rencontré la lance solaire, signalant à l'armée de squelettes de disparaître. Fou de joie et se sentant victorieux, il tira sur sa main, voulant en extraire l'ennemi. Cependant, un avertissement rouge vif clignota, indiquant que la lance solaire avait été invoquée. Le vide noir l'avala tout entier et sa compétence de recréation de mémoire s'activa d'elle-même. Dans quelques instants, il sera transporté dans le monde de quelqu'un d'autre. Faisant face à d'innombrables ennemis, la lance solaire frappa sans pitié, tuant tout le monde sur son chemin. Ils ont commencé les premiers et ont rejeté son être même, alors il ne devrait pas avoir de problème avec sa brutalité. Il brillait sous la lumière du soleil, et les gens se mirent bientôt à s'incliner, l'exaltant comme un grand héros et guerrier de l'Empire du désert. Promettant leur foi, ils demandèrent sa miséricorde et son commandement. En entendant cela, il se moqua d'eux et rejeta catégoriquement l'idée. Pour ressusciter l'écosystème du désert, ils doivent tous mourir. On ordonne à tout le monde de lever sa lance. À partir de ce moment, on leur ordonna de s'entretuer et de tout brûler comme le soleil ardent. Le paria était ivre de pouvoir et riait de façon démoniaque alors que tous obéissaient. Avec un autre éclair de lumière, la recréation de mémoire prit fin. Maintenant, Don ouvrit les yeux et se retrouva face à la lance solaire en personne. En voyant le soleil briller dans son dos, c'était comme faire face à une divinité. Il se demande s'il était vraiment dans un donjon de Rambé. C'est un cas similaire à la fois où il a affronté le maître de toutes les techniques. En le voyant, les premiers mots de l'esprit furent pour le traiter d'humain immonde et odieux, lui demandant s'il était venu aussi pour nier son existence. Il chargea, sa lance pointée vers l'avant. Don réalisa qu'il allait être touché et ferma simplement les yeux, s'abandonnant. À ce moment précis, quelqu'un le tira par le bras, lui sauvant la vie d'un cheveu. Surpris que l'ennemi l'ait manqué, il se retourne et voit qu'il a été sauvé par le maître, qui lui dit de se ressaisir. Le jeune homme est confus, sachant qu'il ne devrait pas avoir assez d'énergie pour l'invoquer en ce moment. Ils n'ont pas l'occasion de parler car s'inspire grogna, indigné qu'un simple humain ait osé esquiver et résister à sa technique de lance.
S'élançant pour une autre attaque, il se retrouve bloqué par la barrière impénétrable du vieil homme, dont tressaillit et recula, s'attirant une autre réprimande du maître, qui dit qu'il ne peut pas faire la différence entre l'illusion et la réalité. Réprimandé, il vérifie et réalise finalement que tout est dans sa tête. L'esprit de Saint-Spire a envahi son esprit pendant qu'il était inconscient. Sachant qu'il est complètement dépassé à ce stade, l'aîné lui dit de reculer pour l'instant. Face à un monstre qui a autrefois régné sur le monde, l'intérêt du vieux maître est piqué. Certes, il possède une technique de lance, bien plus puissante que la sienne. Cependant, cela ne concerne que leurs compétences à la lance. Mais globalement, ils lui sont bien inférieurs. Trouver un tel divertissement même après la mort lui confirme que son idée de choisir dont était la bonne. La concentration et la focalisation étaient à leur comble alors qu'il se préparait au combat. La lance solaire s'élança, maudissant toujours les humains et leur détermination à toujours se mettre sur son chemin. Ils lui ont pris ses yeux sans raison et lui ont volé sans pitié sa liberté. Maintenant, il est déterminé à leur faire tous ressentir la même douleur. Alors que les deux s'affrontaient, Don remarqua que quelque chose lui semblait étrangement familier. Après un moment d'observation, il se souvient du moment où ils sont entrés dans la pyramide et où sa connexion avec le donjon a été analysée. Les morts, la lance et les squelettes pointaient tous vers quelque chose. En regardant de plus près, il reconnaît le mouvement de la lance solaire, qui est exactement comme celui de B2. Il a l'aide de surprise, et la prise de conscience le frappe enfin. Avec un ressentiment mesurable, il doit soumettre l'esprit pour parvenir au véritable éveil des squelettes. Le nécromancien appela le maître, interrompant leur combat. Il se fait gronder, on lui rappelle qu'il n'est pas de taille face à l'ennemi. Cependant, il est déterminé à affronter ce défi lui-même et supplie l'aîné de le lui permettre. Les yeux flamboyants de rage, la lance solaire regarde Don, faisant face à l'humain à sa demande. Commençant à paniquer, on demande au nécromancien s'il a un plan et il révèle que l'esprit est son invocation. Le considérant comme son propre enfant, il dit qu'il doit le surmonter, pas l'aîné. Le maître est surpris d'entendre cela, ne s'en étant pas rendu compte lui-même. Dès l'instant où il est entré dans le donjon, c'était à lui de terminer l'épreuve, à personne d'autre. C'est son esprit, alors il supportera toute la douleur qui viendra jusqu'à ce que l'esprit rancunier épuise sa colère, et jusqu'à ce qu'il s'effondre de fatigue. Le voyant s'approcher sans hésitation, Saint-Spire fut de nouveau rempli de haine pour cet humain vil et traître. Il n'arrive pas à croire que quelqu'un d'aussi inférieur puisse même penser comprendre ses malheurs. C'est risible. Après tout, il n'est rempli que de dégoût et maudit leur espèce tout entière. Brandissant sa lance, l'esprit chargea pour lui ôter la vie. Don resta sur ses positions, serrant les dents alors qu'il recevait un coup directement dans la poitrine. Cela le tue presque, mais l'adversaire retire son arme et frappe d'innombrables fois de plus, remplissant la pièce de bruits effroyables. Le supplice était sans fin, et l'humain finit par tomber au sol, tremblant de douleur. Heureusement, sa compétence de résistance à la douleur s'activa, soulageant sa souffrance. Cela dit, l'épreuve était atroce. Pourtant, pour son enfant, il était prêt à tout encaisser et se releva aussitôt. Don invoque une lance et sourit en soignant ses blessures, disant à son invocation de déverser tout son ressentiment. La lance solaire n'en croit pas ses oreilles, trouvant l'idée complètement irréaliste. Il est impossible qu'il puisse le comprendre, et tout cela n'est qu'un signe de son arrogance. Cette fois, le nécromancien entraîné par le maître parait contre toutes ses attaques, l'empêchant de justesse de toucher son coup. Dans ce monde, personne n'était de son côté car il était Némibet. Dès sa naissance, il a appris que personne n'aimerait un monstre hybride comme lui. Saint-Spire continua de libérer sa colère. Il n'aurait même pas dû venir au monde si les gens allaient simplement pointer des couteaux sur lui. Ils lui ont pris ses yeux et ont essayé de faire de même avec ses mains et ses pieds. Il se demande si l'humain peut même imaginer l'horrible douleur qu'il a endurée. Tremblant et agenouillé sur le sol, Don essaie de comprendre, disant que ça a dû être dur. Bien que toujours froid, le ton de l'esprit s'adoucit, disant que certaines personnes avaient eu pitié de lui. Cependant, à la fin, ils étaient tous les mêmes, le craignant et le poignardant dans le dos. Finalement, ses émotions s'éteignirent peu à peu, réalisant que les humains étaient le mensonge et la trahison incarnée. Puisqu'ils l'ont traité comme un monstre, il était juste qu'ils les traitent de la même manière. Don subit une autre série de coups de couteau, se demandant si c'est le processus pour évacuer le ressentiment. Il peut clairement sentir sa puissance faiblir à chaque coup. Les émotions de la lance solaire s'adoucissaient également, et finalement, il demanda à l'esprit combien de temps il comptait rester triste. S'il continue à s'enliser dans la douleur, alors il est le seul perdant. S'il y réfléchit, il devrait déjà connaître la raison de sa souffrance. Enragé, l'hybride le méprise pour avoir essayé de le définir à sa guise. Puisqu'on en est arrivé là, il admet la source de sa douleur. Cependant, c'est déjà fini, et ses émotions se sont depuis longtemps flétries, devenant des cicatrices permanentes. Maintenant, il ne peut rien y faire pour changer ça. Comme il l'a dit, il n'y a aucun moyen de changer et d'annuler le passé. Tout ce qu'il veut, c'est l'aider à renaître pour son propre bien. Saint-Spire se figea, ne s'attendant pas à de tels mots. Même après la mort, il continue de souffrir bien qu'il ait tué tous ceux qui lui ont fait du tort. À bien y penser,
la pyramide et sa tombe, où il s'est enterré après avoir tué tous ces humains. Après tout ça, on lui dit maintenant de vivre une nouvelle vie. S'inspire a du mal à croire qu'on lui dise de vivre une nouvelle vie. Cependant, il ne s'agit plus de ce qui est bien ou mal maintenant. Les humains qui ont ruiné sa vie n'étaient pas justes, pas plus que lui qui en a massacré d'innombrables pour se venger. Il y a des choses qu'il voulait faire et des choses qu'il ne pouvait pas faire. Maintenant, il peut profiter de tout cela. En entendant cela, l'homme a encore du mal à y croire, mais Don est là pour le rassurer sur les possibilités. Le nécromancien tient sa lance. Bien que ce ne fût qu'un bref instant, il pouvait clairement ressentir son passé, y compris ce qui l'avait blessé, les émotions qu'il ressentait et les choses qu'il désirait. Dans ses souvenirs, il était clair comme le jour qu'il aspirait simplement à voir le monde. On rappelle à la lance solaire ses rêves. Il était curieux du sable doux sous ses pieds et des chameaux errant sans fin dans le désert brûlant. Enfin, il se souvient de sa curiosité pour le monde, qui était là depuis son enfance. Indépendamment des bons et des mauvais humains, ce fait ne peut être nié. On lui demande si cette curiosité ne suffit pas. Honnêtement, Don ne pourrait jamais comprendre pleinement sa douleur, mais il l'a ressenti un bref instant. Il ne veut donc pas consoler ses sentiments à la hâte, et ce n'est pas non plus la bonne chose à faire. Tout ce qu'il dit, c'est que le pauvre homme peut maintenant être plus honnête avec ses désirs. Indépendamment du ressentiment et de l'amertume qui subsistent, pense juste au fait qu'il peut enfin aller voir le monde. S'inspire, toujours hésitant, demande s'il peut voir le monde avec son aide. En tant que nécromancien maudit, c'est un mage qui peut manier la mort elle-même. Le monde dans lequel il vit est complètement différent du sien, mais il vaut quand même la peine d'être vu. Tendant la main, l'humain l'invite à le rejoindre et à servir comme l'un de ses hommes. L'esprit réfléchit, contempla, et finalement parla, demandant s'il était différent des autres humains. Il est le souverain absolu de l'ancien empire du désert. L'hybride mi-humain, mi-bête, sans égal dans son monde, et la lance qui a étreint le soleil altier. Compte tenu de sa force, il ne sert pas n'importe qui, surtout pas un humain. Le fixant du regard, il lui demande s'il est digne d'être son maître. Avec cela, une quête cachée s'activa, et la condition de victoire pour le ressentiment de la lance solaire est de prouver qu'il est le véritable maître. Comme il ne peut rien y faire, il sourit simplement en signe d'acceptation. De nouveau, invoquant son arme, Don demande comment se prouver. C'est beaucoup plus simple que prévu, et on lui dit d'endurer les attaques de l'esprit et d'endurer la puissance du soleil, pas seulement un reste de ressentiment. Sans hésiter, le nécromancien lui dit de venir et de donner le meilleur de lui-même. Sur ce, S'inspire chargea, déployant ses ailes et se jetant en avant de toute sa puissance. L'humain resta sur ses positions, ne bougeant pas de sa place, et para le coup tout seul. Alors que les lames s'entrechoquaient, un éclair de lumière vive les aveugla, et Don se retrouva dans le désert. La première chose qu'il entend est le maître, qui semble étonnamment fier en félicitant son disciple. Il a réussi à résoudre le ressentiment de l'esprit, et avec cela, à améliorer sa compétence de résistance à la douleur. Ce qui importait n'était pas sa capacité. Sachant cela, il l'affronterait volontiers d'innombrables fois. Abaissant son arme, S'inspire le reconnut comme étant indéniablement différent des autres. Disant qu'il voulait renaître, il tomba à genoux, acceptant l'humain comme son nouveau maître, et le reconnut comme son seigneur. La condition cachée a été remplie, et il a terminé la quête liée, lui laissant de précieuses récompenses à récolter. Pendant ce temps, il y avait un banquet dans un lieu somptueux, où des personnes très influentes se fréquentaient. Parmi eux se trouvait Soyol, qui en avait manifestement assez de ces rassemblements fastidieux. Elle assiste à l'événement à la demande de son frère, mais c'est une perte de temps. Cela aurait pu être une belle occasion de discuter avec les chasseurs les mieux classés. Cependant, comparé au vieux maître, tout le monde là-bas n'est qu'un simple nourrisson. Comme elle est là depuis assez longtemps, elle a l'intention de finir rapidement et de partir. Juste à ce moment, quelqu'un l'appela par son nom par derrière. Un homme blond se tenait là, disant qu'il la cherchait et que cela faisait bien trop longtemps. Il sourit, disant qu'elle doit se souvenir de lui. L'homme se souvient du chasseur avec qui ils se sont liés d'amitié en Amérique et dit qu'il meurt toujours d'envie de voir Soyol. Il lui demande s'il devrait organiser une rencontre, offrant même du whisky en édition limitée. Acquiesçant avec dédain, elle ne daigne même pas prononcer quelques mots. Peu après, elle regarde l'horloge et décide de partir pour la nuit, disant qu'elle a un autre rendez-vous. Ignorant ses appels, elle se détourne, mettant fin à la conversation et prenant congé. En la voyant lui tourner fermement le dos, il la maudit silencieusement, insulté qu'elle se la joue supérieure juste parce qu'elle est une chasseuse de haut rang. Il se demande si les rumeurs récentes sont vraies et si elle est vraiment en couple. Toujours amer, il décide de vérifier par lui-même. De retour dans la forêt, Don réapparut du portail, épuisé par la rencontre précédente avec S'inspire. Il tombe au sol, pensant qu'il était sur le point de mourir dans le donjon. En levant les yeux, il voit que le soleil ne s'est même pas encore couché. L'impératrice des ténèbres a dit qu'elle serait partie pour 6 heures, donc elle devrait bientôt revenir. Ses squelettes s'ajustent tous en conséquence, et leurs statistiques augmentent uniformément, les plaçant tous au niveau 8 et 9. B2 semble particulièrement plus fort et est maintenant plus spécial que les autres. Avec les souvenirs de la lance solaire intégrée dans son corps.
Avec l'esprit divin, toutes ces statistiques sont augmentées de 10. Les 3 compétences utilisées sur lui sont maintenant listées sous ses capacités utilisables. Frappe solaire, qui attaque avec une lumière aveuglante et des frappes successives. Désert en furie, qui est l'attaque de zone de type tempête de sable. Et éruption d'âme, le boost temporaire de vitesse de déplacement et d'attaque. En se remémorant tout, ce sont tous des coups indéniablement puissants. Passant à autre chose, il devrait arrêter d'appeler son lancier B2 et le nomme Sony car lance solaire sonne trop froid. Ce n'est pas la fin, car il doit encore recevoir ses récompenses de fin de donjon. Puisque terminer une étape avec une note incommensurable est un exploit remarquable, les récompenses seront également substantielles. Ainsi, il a acquis la boîte aléatoire dorée de rang S. Boîte. En tant que chasseur de rang E, il n'a jamais acquis d'objet décent, mais il a maintenant un objet de rang S. Il ne perd pas de temps et ouvre le coffre immédiatement. Un éclair de lumière dorée jaillit, et la silhouette d'un bâton apparut. L'objet de rang S tomba légèrement dans ses paumes. C'est un bâton magique imprégné du pouvoir d'un dragon rouge légendaire, porteur d'effets considérables. Il ne paie pas de mine pour un objet de haut rang, mais c'est le type d'arme qui devient plus forte en fonction des pouvoirs du porteur. Se demandant combien il se vendrait sur le marché, il se rend sur l'application des chasseurs et demande une estimation sur le forum de discussion. Une flopée de commentaires le qualifie d'arnaque car il a été posté par un chasseur de rang E. Insulté, il décide de prendre une photo pour preuve et la poste à nouveau. Tout le monde est choqué que ce soit vrai, et une discussion entière s'enflamme, inondant le poste de commentaires. En un rien de temps, Don trouve soudainement son objet en tête de la liste des publications populaires. Pour ne rien arranger, les gens écrivent des articles à ce sujet. Heureusement, le forum des chasseurs ne divulguerait jamais d'informations personnelles, donc son identité devrait être en sécurité pour le moment. Parlant trop vite, il reçoit également un déluge de messages directs. Il supprime le post et renonce à vendre, n'étant pas encore prêt à attirer l'attention sur lui. Finalement, il réalise qu'il peut utiliser l'objet lui-même. Son énergie étant reconstituée, il décide de vérifier et invoque B5 dans le monde. Tendant nonchalamment le nouveau bâton, il le qualifie de cadeau pour le squelette. Le mage le fixe un moment, prenant un instant avant de réaliser la puissance de l'objet dans sa main. Prenant le bâton sans hésitation, B5 l'agita de joie. Il équipe officiellement l'objet et déborde soudainement de puissance. Don est surpris, car les invocations de nécromanciens ne peuvent généralement pas équiper d'objets. Comme c'est le premier objet de rang S qu'il ait jamais obtenu, il réfléchit profondément à ce qu'il doit faire et envisage de le donner à son serviteur mage. Dès qu'il pense à vendre l'objet, le squelette serre fermement le bâton, ne voulant plus le rendre. C'est indéniablement un objet cher, alors il essaie de le reprendre. Cependant, B5 est étonnamment têtu et secoua la tête en signe de refus. Le nécromancien soupire de résignation et le donne officiellement au squelette, pensant qu'il peut au moins l'utiliser. C'est peut-être le bon choix, car un jour, il pourrait aussi s'éveiller comme Sony. Maintenant qu'il a vérifié la récompense de l'exploit, il passe à la récompense de fin de donjon. Il reçoit un objet de rang à appeler les racines du conflit racial, qui a un lien avec sa profession. Un morceau de bois de taille considérable est apparu dans les airs, et selon la description, c'est un autre médium qui mène à une quête liée. Il se souvient des paroles de Soja disant que les médiums sont aussi une opportunité fortuite, qui accorde une série de quêtes de plus en plus précieuses et des récompenses rares à la hauteur de leurs difficultés, atteignant finalement le rang S et au-delà. Cela a été confirmé pour chaque médium, et il est possible que ce nouveau donjon implique ses autres squelettes, tout comme Sony. Il réfléchit à l'idée que les 10 squelettes soient des êtres suprêmes de leur propre monde. Cependant, cela devrait normalement être trop surpuissant pour se produire, mais il a aussi l'impression que le mystérieux système le favorise d'une manière ou d'une autre. Ayant déjà tant grandi, il écarte l'idée, ne voulant pas compliquer les choses. Son objectif est de devenir un chasseur de haut rang. Donc, même si c'est trop surpuissant, il utilisera simplement le système à son avantage. Les squelettes, connus sous le nom de tête d'eau, sont des créatures mortes vivantes n'ayant plus que leurs os. Maintenant, le mort-vivant qui n'est censé n'avoir que son corps squelettique parlait juste devant Don et l'appelait Seigneur. Avec l'esprit de la lance du soleil en B2, le squelette leva les yeux vers le ciel nocturne, voyant enfin après des années de cécité. Bien que ce soit un spectacle bizarre, le maître essaie de rationaliser, disant que c'est compréhensible d'une certaine manière. Pendant ce temps, Soja est enfin arrivée et a été tout aussi intriguée par ce qu'elle a découvert. Voir un squelette qui parle, même les autres nécromanciens en seraient étonnés. Offensé, il corrige la façon dont elle s'adresse à son précieux subordonné et lui dit de l'appeler Sony. Passant à autre chose, il lui demande si c'est vraiment bien pour elle d'être là à ce moment-là. Elle l'assure qu'il n'y a pas de problème, car elle ne fait que le protéger jusqu'à ce qu'il devienne plus fort. Pour clarifier, elle veut dire quand il atteindra le rang A. Une fois qu'il aura atteint ce niveau, il devrait être capable de se protéger et même de rejoindre une guilde majeure. De plus, cela ne devrait pas prendre trop de temps étant donné son rythme de croissance actuel. Il rejette timidement cette possibilité, disant qu'il est toujours au rang D après tout. Même elle trouve incroyable de l'avoir rencontré pour la première fois en tant que porteur, et tout ce qu'il avait, c'était 5 squelettes normaux.
Maintenant, Seul est presque un chasseur de rambé, et le nécromancien s'améliore chaque jour. Même Don doit admettre que ses progrès ont été relativement rapides. Mais si un autre être qui régnait sur son monde devait revivre à travers ses squelettes, alors il deviendrait certainement plus fort. Demandant à l'ancienne lance du soleil, il l'autorise à s'entraîner seul en tant qu'expert de son art. C'est encore un corps maladroit et frêle, mais Sunny retrouvera bientôt sa force originelle. Avec cela, il reçoit l'ordre de s'entraîner seul, et il le fait avec brio. En le regardant, le nécromancien se demande quand son propre rang augmentera. Il a reçu un médium utilisable uniquement par les rangs B et plus, donc il devrait y avoir un moyen pour lui de monter de niveau. Ainsi, son prochain objectif est d'augmenter son propre rang de chasseur. Peu de temps après, les deux arrivèrent chez Don, où une pile de boîtes se dressait. Soja dit qu'il n'est pas nécessaire de faire de telles choses, mais il répond qu'il ne peut pas la laisser dormir sur le toit. Il précise qu'il n'a aucune intention de dépasser les bornes, et qu'elle n'a qu'à poser son sac de couchage par terre comme hier. Aussi arrangeant soit-il, il ne peut toujours pas céder son matelas à l'invité. Après tout, un sommeil confortable est essentiel. Encore une fois, on lui dit que ce n'est pas la peine, mais il insiste sur le fait que c'est nécessaire. Il est encore un faible dans le monde des chasseurs, et si parents découvraient qu'elle a été maltraitée d'une quelconque manière, on ne sait pas ce qui pourrait lui arriver. Elle clarifie et dit qu'elle parle des boîtes, qui agissaient comme une barrière entre eux. Surpris par ces paroles, Don demande à Soja de répéter. Avec un simple sourire, elle dit qu'elle pourrait facilement lui prendre la tête en un instant sans un mur de boîte entre eux. Un frisson parcourut son échine. Tout ce qu'elle voulait dire, c'est que de telles choses sont inutiles dans cette situation. Il se demande ce qui ne va pas chez elle et pourquoi elle pense toujours à tuer. À ce moment-là, quelqu'un frappa fort à la porte. Ils levèrent tous les deux la tête, surpris, alors qu'une voix appelait de manière urgente, continuant à frapper. Don ne connaît personne qui viendrait chez lui si tard dans la nuit. Se sentant en sécurité avec Soja, il sort pour ouvrir la porte. Voyant une étrangère là, il reste confus. Elle leva les yeux vers lui, visiblement inquiète et en détresse. Après avoir confirmé son identité, elle lui demande soudain de sauver son frère. Les choses passent de confuses à carrément dérangeantes lorsqu'on lui tend un bout de papier, qui a été laissé chez elle. En le lisant, son visage devint pâle et sombre. Une photo de son ami, Junso, y était collée, le montrant ligoté et pris en otage. Pour le sauver, Don était censé se présenter à la rivière cette nuit-là. Pour aggraver les choses, on lui dit de venir seul, l'avertissant que l'otage mourra si quelqu'un d'autre se présente. C'est évidemment l'œuvre des rôdeurs de l'ombre, car personne d'autre ne ferait une telle chose. Même Soja ne s'attendait pas à ce qu'il agisse de manière aussi flagrante. Pendant qu'elle parle, la fille halète, réalisant que l'impératrice des ténèbres est là. Ne lui prêtant aucune attention, la chasseuse dit qu'il est naturel de recourir à des tactiques viles puisqu'elle est toujours avec lui. De plus, elle vient de recevoir un texto disant que leur équipe de réserve a été attaquée dans le donjon, et que sa présence serait d'une grande aide. Étant donné que Elune lui-même attaque, tout doit être lié, les deux parties étant ciblées. Elle serre les dents, face à un dilemme. Soja doit être inquiète car sa guilde vient d'être attaquée, mais elle est toujours là à cause de leur accord. Disant qu'il n'y a pas le choix, il dit à l'impératrice des ténèbres de se rendre à Paran. Elle refuse, arguant que son frère, classé 58e au monde, est là, et qu'il n'est pas assez faible pour être vaincu par quelque chose comme les rôdeurs de l'ombre. D'un autre côté, le nécromancien est tout seul et courra le plus grand risque si elle le quitte. Il est d'accord avec elle, mais leur priorité serait de sauver la personne kidnappée. Malheureusement, il lui demande de venir seul, donc sa présence n'aidera pas. C'est évidemment un piège, et ils en sont tous les deux conscients. Au moins, Elune n'est pas là, et il a toujours le maître et Sunny avec lui. Il se souvient de quelque chose qu'elle lui a dit un jour. La vie est un voyage qui commence et se termine par des liens. Quelqu'un de connecté et d'important pour lui est en difficulté à cause de ses actions. Ainsi, il ne peut pas rester les bras croisés à regarder, et il ne veut pas non plus être un chasseur lâche. Après tout, il veut rendre la gentillesse tout autant qu'il en reçoit. Devant sa détermination, elle soupire simplement de résignation. Elle s'occupera rapidement des choses à Paran, puis viendra vite le rejoindre. Avant cela, elle lui rappelle comment elle a mentionné un jour lui avoir présenté plusieurs personnes. En raison de la situation, cela pourrait arriver plus tôt que prévu. Soudain, l'impératrice des ténèbres disparut de l'endroit où elle se trouvait. Don ne comprenait toujours pas ce qu'elle voulait dire, mais devait aussi commencer à bouger. Il se dirige vers la rivière comme indiqué. Là, Junso était par terre, toujours ligoté et luttant pour se libérer. Les rôdeurs de l'ombre étaient aussi là, attendant l'arrivée de leur cible. Il ne restait que 5 minutes. Finalement, Don est intervenu avec son squelette. Remarquant sa présence, ils ont soulevé l'otage et l'ont jeté au sol. Il grimaça et supplia, des cris étouffés sortant de son bâillon. Le chef des assassins ricana, le trouvant courageux d'être réellement venu les rencontrer seul. Les rôdeurs ont 3 assassins de rang A à l'avant et probablement quelques chasseurs de rang B répartis sur l'île. La raison pour laquelle ils l'ont appelé là est évidente, et il n'y avait pas grand besoin de bavarder.
dont joue l'idiot, disant qu'il est évidemment venu là juste parce qu'on le lui a dit, et qu'il épargnerait l'otage s'il venait. Il le regarde d'un air renfrogné, lui qui semble se jouer d'eux. Agacé, il place une dague près du cou de Junso et lui dit d'expliquer en détail quelle était la récompense du donjon. Blessant la chair de l'otage, il menace de le tuer si le chasseur refuse de coopérer. La situation devient angoissante, d'autant plus qu'il n'a que 5 squelettes de rendez. Cependant, il n'y a pas grand-chose à faire car la récompense n'est pas quelque chose qu'il peut simplement donner. Il calme tout le monde, promettant de leur donner une explication complète. C'est exactement ce qu'il doit faire s'il souhaite sauver son ami. Le nécromancien incline la tête, disant qu'il est juste heureux d'être en vie. Continuant, il partage que la récompense était assez simple, et qu'il a essentiellement un maître pour lui enseigner. Le chef se souvient des paroles de Jugo à propos d'un vieil homme que même Soja ne pouvait pas battre. Pour être précis, l'aîné a complètement détruit l'impératrice des ténèbres, peu importe le nombre de fois où elle a essayé. Il l'a déjà entendu une fois, mais il est surprenant de savoir qu'une telle personne existe. Ils ont demandé à voir le maître, et s'il n'est visible que pour lui, alors il serait inutile pour leur groupe. Déterminé à rester en vie, Donman dit qu'il a une méthode spéciale pour le rendre visible. Non seulement ça, mais il peut le partager avec eux tous. Les autres sont surpris d'entendre qu'il y a une possibilité d'être enseigné personnellement. Le nécromancien les en assure, ajoutant que c'est aussi la raison pour laquelle l'impératrice est à ses côtés. Ils veulent qu'il le fasse et leur passe le professeur immédiatement. Cela devrait être possible, mais il lui faudra environ 30 minutes pour préparer la méthode. Alors qu'il se dirigeait vers la rivière, il a reçu un message sur son téléphone, lui disant de ne pas se battre seul. Soja a parlé de lui présenter quelqu'un, et bien que ce soit un peu tôt, il devrait répondre à son appel. Tout ce qu'il a à faire, c'est de tenir 30 minutes tout seul. En voyant ce message, il a commencé à chercher des moyens de gagner du temps. Il pointe le groupe du doigt, demandant par qui il devrait commencer. Alors que l'hésitation se propageait parmi les assassins, la balle était lancée. La balle de la cupidité, qu'elle soit vraie ou fausse, ils ne le sauraient pas, et la saisir ou non était leur choix. Un pied impatient tapait le sol. En regardant Don s'asseoir et marmonner pendant plus de 30 minutes, ils se demandèrent s'il disait la vérité. Maintenant qu'il y pense, le nécromancien avait également gagné du temps de la même manière lors de leur dernière rencontre. C'était une rencontre différente, mais ses méthodes étaient les mêmes, donc ils devaient avoir une sorte de complot en préparation. Ils crièrent avec colère, exigeant de savoir combien de temps cela allait prendre et disant que leur patience avait des limites. Don s'excuse, disant même que d'autres interruptions pourraient l'obliger à tout recommencer. Passant à l'étape suivante, il leur demande s'ils ont peur et leur dit sournoisement de reculer tant qu'ils le peuvent. Ils sont indignés, pensant qu'il a dû perdre la tête. Le chef lève sa lame et la place directement sur le cou de Junso, y enfonçant une blessure plus profonde. Le nécromancien demande ce qu'ils font, fronçant maintenant les sourcils. On lui rappelle sa limite de temps de 30 minutes. Puisqu'il a rompu sa promesse le premier, ils prennent la vie de l'otage. On lui dit de ne pas blâmer les autres, car il n'a fait que s'attirer cela. L'assassin était sur le point de tuer Junso quand une lance a soudainement volé, s'enfonçant profondément dans le sol. Prenant immédiatement ses précautions, il s'est éloigné des autres, ne sachant pas qui aurait pu lancer l'attaque. À proximité, il voit Sonny et doute qu'un simple squelette puisse lancer une attaque d'un tel calibre. Don voulait gagner un peu plus de temps, et c'est dommage qu'il ne le puisse pas. Cela dit, il trouve hilarant qu'il l'ait réellement cru et attendu pendant 30 minutes. Réalisant qu'ils ont été dupés, ils maudirent le nécromancien. La haine envahit le corps de l'homme, enragé d'avoir été moqué et insulté. C'est stupide de sa part de penser qu'il peut surmonter la situation avec un seul squelette à ses côtés. Avec cela, les rôdeurs de l'ombre se mirent en mouvement pour tuer l'otage et capturer la cible rusée. Ils chargèrent, voulant le faire payer pour les avoir trompés. Sonny s'avança également, prenant la tête et leur faisant face directement. Avec lui en première ligne, Don est libre d'invoquer les squelettes restants et de leur ordonner d'éliminer tous les ennemis. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.